tous, bienvenue chez les Baroudeurs, l'émission vélo qui part pêcher les infos, les actus et les interviews. Qui dit interview dit invité spécial. Après les coureurs, les cadres d'équipe pro, ce soir nous recevons un écrivain et journaliste. Son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais son visage ne sera pas étranger pour les fans de vélo. Avec des apparitions régulières chez En Roue Libre, NDLR, émission spéciale Rétro Jalabert et apparition cet été pour analyser le Tour 2019 chez nos confrères de la First Team Sport sur YouTube, une émission sur le cyclisme qui cartonne sur le web. Nous avons le privilège de recevoir Jean-Noël Cossil, écrivain et chroniqueur sportif spécialisé dans le cyclisme. Auteur d'un magnifique ouvrage sur les vainqueurs historiques du Tour de France, Les grands vainqueurs du Tour, autoportrait aux éditions techniques pour l'automobile et l'industrie, paru en 2018. Personnage lettré, il se définit comme un journaliste spécialisé en économie, qui aime la culture et les bons mots, un épicurien qui apprécie le cyclisme champagne. Rien d'étonnant pour cet ancien Rémois monté à la capitale pour faire de sa passion un métier. Ancien pigiste au service des sports du quotidien Le Parisien, ex-journaliste à l'Est républicain, blogueur et chroniqueur sportif pour la First Team Sport à ses heures perdues. Jean-Noël, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour à tous, vous êtes super renseignés sur moi, il y a tout mon CV. Ravi d'être là en tout cas, salut. Auditrices, auditeurs, en cette période de confinement, nous tenons la barre du navire pour votre gouverne ce soir, Loïc, le capitaine de route breton. Salut Loïc. Salut à tous, encore une fois durant cette petite période de confinement qui commence vraiment à devenir longue. Troisième ou quatrième vidéo du confinement, je ne sais plus, mais ça fait plaisir de revenir. Alex, le lieutenant de bord. Salut Alex. Bonjour à tous. Et Rudy, le tirailleur occitan, moussaillon de la paillade, toujours en recherche de gros poissons pour nos émissions. Salut Rudy. Salut à tous. Donc on va faire une petite émission libre antenne ce soir en période de confinement. On va partir sur une thématique Tour de France parce que notre invité a écrit un superbe ouvrage sur les grands vainqueurs du Tour. On partira sur un débat ouvert. Et avant d'inaugurer cette émission un peu libre antenne, on va peut-être passer, Jean-Noël, à la question du rapido vélo. Donc le jeu du rapido vélo, si vous êtes OK, le principe est simple, c'est un peu comme avec Steve Chenel dans une émission précédente. On va te poser 2 questions ou 2 choix sur la thématique du monde du cyclisme et tu dois choisir l'un ou l'autre, tout simplement. Ça marche, je suis prêt, je suis chaud. Ok, on va commencer par Alexandre. Salut à toi Alex, tu peux inaugurer l'émission. Très bien. Alors du coup, on va commencer assez logiquement en référence à ton livre sur les grands vainqueurs du Tour de France. Entre les deux Italiens, pour toi plutôt Fausto Coppi ou Gino Bartali? Ah, on commence dans le dur, c'est chaud. Allez, Bartali, mais là le choix il est difficile. Je choisis parce qu'il faut jouer le jeu. Mais Bartali parce que du coup on a la classe pure de Coppi pour qui tout semblait facile et Bartali qui avait un côté un peu plus besogneux, qui était un peu moins élégant sur le vélo, mais tout aussi efficace de Tour de France quand même. Et ouais, je choisirais Bartali parce qu'en plus Bartali est effacé par Coppi, il est plus vieux et quand Coppi arrive, il doit s'avouer vaincu devant le petit genou qui lui fait de l'ombre et moi j'aime bien ça, moi les vieux héros qui s'effacent devant les nouveaux, je trouve ça plutôt cool. Donc Bartali juste parmi les nations d'ailleurs. En plus, exactement. En plus d'être un immense coureur, c'était un mec bien, ce qui gâche rien, exactement. Qui a couru avant la Deuxième Guerre mondiale et après. Ouais, t'imagines le palmarès qu'il aurait eu s'il n'y avait pas l'interruption. Il gagne 2 fois le Tour en 38 et en 48, à 10 ans d'écart. Il aurait eu un palmarès encore plus immense s'il n'y avait pas les interruptions avec les années de guerre, hein, carrément. Donc moi je vais te poser une question. Tu es donc écrivain, journaliste et donc chroniqueur sportif. Tu as été pigiste pour Le Parisien ? Fait ça. Alors j'étais pigiste pour Le Parisien pendant mes études. J'ai fait une école de journalisme et pendant les 2 ans que duraient ces études-là, il y avait la possibilité de piger. Voilà, il fallait bien commencer à gagner sa vie et apprendre le métier. Et donc j'étais pigiste au service des sports Le Parisien le week-end. C'était à l'époque où il y avait Verdès, Gilles Verdès. Voilà. On va pas commenter ce qu'il est devenu. Et à l'époque, il était bien encore. Bon là, on va pas citer Gilles Verdès, on va citer 2 très grands écrivains, notamment le plus grand écrivain qui a écrit sur le Tour,
forcément tu le connais, j'espère. Si je te dis de choisir entre Antoine Blondin ou Philippe Brunel. Je vais choisir Blondin. Je vais choisir Blondin, mais pareil, hein, là, du coup, c'est pas des choix simples. Je vais choisir Blondin parce qu'il y a toute la légende du gars et de son destin alcoolique notoire quand même. Il faut quand même le signaler. Mais un talent de fou et c'était quasiment de la littérature. Enfin, c'était même de la littérature. Ces chroniques vélo, c'est un plaisir à lire. Elles sont ressorties d'ailleurs en édition. Ces chroniques du Tour de France. Il y a une version courte et une version longue, et je recommande parce que ça se lit tout seul, quand bien même on connaît pas l'histoire du Tour. Mais Brunel, c'est très très bien aussi, hein, je vous rassure. Ah, Brunel pour la génération des types qui ont 30-40 ans, c'est mythique. Exactement. Carrément, bien sûr. Non, exactement. Là, je choisis parce qu'il faut le faire, mais c'est vraiment, c'est pas des choix faciles. Brunel qui a notamment suivi pendant longtemps Pantani jusqu'à sa mort tragique à Exactement. Rimini. Et il écrit super bien. C'est une super jolie plume, comme Carré aussi, Pierre Carré à Libé, qui a fait un bouquin sur le Giro. Enfin, il y a des très très bons journalistes qui écrivent sur le cyclisme, et ça c'est plutôt top. Loïc, à ton tour. Alors, c'est le fan de musique un peu rock punk qui est en moi qui va parler. Les Wampas, je sais pas si tu connais, ils ont fait 2 chansons sur le vélo. Une chanson sur Pantani et une chanson sur Louison Bobet. Et sur Donc, Jalabert aussi. ils ont fait une sur Jalabert, donc plutôt Rimini ou plutôt Louison Bobet? Je vais choisir Pantani quand même. Je vais choisir Pantani, et pareil parce que destin tragique, et moi ça me parle. Je trouve ça beau. C'est pas beau, c'est tragique, mais ouais, voilà. Puis c'est plus récent, c'est plus ma génération aussi. Et puis voilà, ça se finit tellement dans les larmes. C'était tellement beau avant, et ça se finit tellement mal. Mais ça reste, donc du coup, voilà, plutôt Pantani. Et petit aparté, il y a aussi le musicien Sanseverino qui est fan de vélo et qui a aussi fait une chanson sur l'arrivée sur les champs. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de musiciens qui aiment le vélo et le Tour de France. Rudy, à ton tour. Ah, je vais peut-être faire un choix assez compliqué. Je vais dire Luc Leblanc ou Thibaut Pinot. Du coup, là, pour moi, c'est pas du tout compliqué. C'est complètement subjectif, hein. Mais c'est Luc Leblanc à mort. Moi, je suis team Luc Leblanc, mais parce que j'avais 15 ans, et parce que à l'époque de Leblanc avec Virenque, moi, j'étais pour Leblanc. Ouais, Leblanc, c'est mon idole absolue, moi. C'est bizarre, hein, comme ça, parce que il a une belle carrière, hein, évidemment. Champion du monde, faut-il le signaler. Ouais. Non, mais clairement, champion du monde, 4e du Tour. Il aurait dû faire un podium sur le Giro aussi. Il n'a pas eu de bol. C'est une carrière en dents de scie, mais c'est une très très belle carrière. Et puis voilà, c'est mes années d'adolescence. Donc ouais, Luc Leblanc à mort, hein. Ouais, je rêverais d'écrire la biographie de Luc Leblanc s'il nous écoute. Coucou. Alex. Alors, du coup, plutôt duel Armstrong-Ulrich ou Schleck-Contador? Ah, Schleck-Contador, carrément. Parce que les frères Schleck, enfin, et on dit surtout évidemment, c'était super, c'était beaucoup de panache, c'était top. Non, ouais, Schleck-Contador, mais pour Andy Schleck, que c'était un coureur que j'adorais vraiment, Andy Schleck. Oui, t'étais plutôt Schleck que Contador. Ouais, j'avoue, j'étais plutôt Schleck que Contador, parce que du coup il y avait le côté avec Schleck où tu savais pas spécialement ce qu'il allait faire. Il était capable de partir à 80 bornes de l'arrivée, et parfois de tenir. Et il était capable de faire de la grosse merde aussi, et de faire n'importe quoi. Enfin, il y avait un truc un peu foutraque que j'aimais beaucoup, et un truc à l'inverse beaucoup plus calculateur, mécanique, maîtrisé chez Contador jeune. Évidemment, après sur la fin de sa carrière, Contador il était un peu plus baroudeur aussi, mais voilà. Moi, je vais continuer sur la thématique écrivain, consultant un peu historique. Éric Fotorino ou Jean-Paul Olivier?
Ouais, Fotorino. Fotorino, pareil, mais à la limite, c'est un peu con ce que je dis parce que j'allais dire Fotorino parce que il écrit plutôt bien. C'est un ancien directeur du Monde, hein, quand même, c'est quand même pas n'importe quoi. Et Jean-Paul Olivier non plus, hein, c'est pas n'importe quoi, évidemment. Mais Fotorino, je me permets de te couper. Fotorino, pour ceux qui peut-être le connaissent pas forcément, il était consultant, enfin, il a fait le Tour de France. Hein. ouais, il le faisait avant les coureurs, je sais plus en quelle année ça. Il a fait. Donc, 2015 et 2016, il a. Ouais, je sais plus, ouais. Mais du Il coup, a il fait. faisait ça. Et du coup, après, la question, du coup, moi, je choisis plutôt Fotorino pour, en tant que journaliste écrivant, enfin, qui écrivait. À la télé, il n'était pas forcément super le meilleur des consultants à la télé quand il a fait le tour. Je crois qu'il a fait 1 an ou 2. C'était pas forcément le meilleur, mais voilà. Ouais, mais le problème, c'est que tu passes derrière Jean-Paul Olivier quand même. Hein. Voilà, exactement. Et à chaque fois, effectivement, tu vois, quand je dis Fotorino plutôt qu'Olivier, c'est pas du tout qu'Olivier, il est acheté. Au contraire, enfin, il a fait quand même beaucoup pour ce sport et il faut lui rendre ça quand même aux glorieux anciens quand même. Je sais pas du tout quel âge il a. Il doit avoir 70 piges, un truc comme ça, 70, 75, je sais pas du tout. Il vit maintenant reclus dans sa Bretagne natale Ouais. et il participe quelquefois comme consultant au Giro pour la chaîne L'équipe 21, car l'équipe 21 a les droits publics maintenant du Giro depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Exactement, ouais. Tu as raison, effectivement. Je me souviens de ça, ouais. Chute à l'arrière, chute, Loïc, à ton tour. Je suis là. Du coup, j'allais te poser la question entre Jean-Paul Olivier et Franck Ferrand, donc du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Hein, j'ai pris la petite bordure, là, ça fait plaisir. Mais... Pour un breton, ça le fout mal quand même. Ah ouais, ça fout mal. Mais toi qui es journaliste, est-ce que tu aurais préféré suivre le premier tour ou est-ce que tu voudrais suivre le tour aujourd'hui en tant que journaliste sur le terrain? Le tout premier tour. Ouais. Bonne question. J'ai envie de dire le tout premier tour, mais c'est pareil, c'est une vision très romantique de ce truc-là, parce que 1903, ça devait être quand même un joyeux bordel à suivre quand même, avec un décalage monstrueux. Pour bosser et pour suivre le tour et pour en faire le compte rendu, aujourd'hui, ce serait quand même plus simple quand même, mais faire partie de l'histoire et d'être là pour la première édition, ça aurait eu de la gueule quand même, ouais, je pense, ouais. Ok. Rudy, tu vas clore le jeu à ton tour. Alors, on va parler de 2 longues journées en jaune. Est-ce que tu préfères l'épopée en jaune de Thomas Voeckler en 2011 ou l'épopée en jaune de Julien Alaphilippe l'année dernière? Bonne question. Vous avez que des bonnes questions. J'ai choisi. Ouais, c'est compliqué. Allez, je vais choisir Alaphilippe. En même temps, ouais, non, si, allez. Du coup, j'ai dit Alaphilippe, donc je reste sur Alaphilippe, mais j'allais changer d'avis, mais on peut rester 3 heures sur le fait que je change d'avis. Mais Alaphilippe, ouais, on l'attendait. Hein, on savait qu'Épernay c'était fait pour lui et que c'était en début de tour et donc potentiellement, s'il se démerdait bien, il allait pouvoir prendre le maillot. Alors de là, le garder 14 jours en 2 fois évidemment, mais 14 jours en tout, c'était autre chose. Et c'était sacrément beau, mais Voeckler en 2011, c'est quand même 10 ans après, en plus, avoir déjà porté le maillot jaune pendant 10 autres jours avant. C'était aussi top, et surtout, il se battait. C'est un peu similaire, en fait, t'as raison. La question, elle est bonne parce que c'est 2 parcours, 2 coureurs très différents, mais sur les Tours de France, ils ont fait des trucs sur ces 2 années-là assez similaires en se battant avec des armes qui se soupçonnaient même pas d'avoir eux-mêmes, je crois. Et moi, je rajouterais même une question. Est-ce que tu as été plus. Est-ce que tu as plus cru pour Alaphilippe ou pour Voeckler? Alaphilippe, j'y croyais, enfin j'y croyais pas. J'étais à fond derrière évidemment, mais je me disais que les grands cols des Alpes et les grandes étapes alpesques qui devaient arriver, qui ont finalement été tronquées évidemment, ce qui lui a permis d'être 5e. Mais je pense que s'il y avait eu des étapes normales dans les conditions normales, je pense que ces 2 jours-là il craque et il perd beaucoup plus de temps parce que la haute montagne c'était beaucoup plus chaud pour lui. En revanche, je pense que Voeckler, c'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais je me dis que Voeckler, s'il avait couru différemment, mais en même temps, c'est très bien la manière dont il a fait, il aurait pu monter sur le podium en 2011, alors que je pense que le podium, il n'était pas du tout accessible pour Alaphilippe. Il a fait un truc extraordinaire. Et personne lui enlèvera. Mais je pense que Voeckler avait potentiellement, lui, la capacité de monter sur
sur le podium cette année-là, s'il court pas pour sauver à tout prix son maillot. Mais c'est facile à dire après, hein, évidemment. Mais Steve Chenel, que vous avez eu il y a pas longtemps, c'est ce qu'il disait, hein, je crois aussi. Et en plus, il était dans les pelotons lui à l'époque encore. Ouais. 2011, C'est il vrai me semble qu'il était à la G2R. Il me semble aussi. Non, à la FDJ. Allez, C'est vrai. D'accord, autant pour moi. Oui, c'est vrai, il nous avait dit que oui, que Vauclair justement avait couru un peu en chasse-patate, dans la dernière étape alpestre, qui arrivait à l'Alpe d'Huez. Justement, à force de trop défendre, son maillot jaune, il a fini par craquer, et perdre le podium, Ouais, comme on le sait. exactement. Du coup, je vais pas paraphraser Chenel qui l'a dit bien mieux que moi et de manière bien plus pertinente. Il était quand même c'est son métier, mais clairement, ouais, en courant différemment ce jour-là spécialement, il y a peut-être autre chose à faire. Effectivement, pas penser à sauver le maillot jaune, mais penser déjà au général, se dire le maillot jaune de toute façon, il est pas pour moi, je vais le perdre, mais en revanche, je peux sauver le podium. Mais encore une fois, réécrire l'histoire, c'est facile et dans les deux cas, que ce soit pour Vauclair ou Alaphilippe, on a deux épopées qui sont extraordinaires et puis qui nous ont tous fait vibrer pour ceux qui les ont vus en tout cas. Ok. Merci de t'être prêté à ce petit jeu-là. On le fait avec tous nos invités en général. Donc voilà. On va rentrer un peu plus dans le fait d'actualité. En ce moment, effectivement, on parle beaucoup du Tour de France 2020. Aura-t-il lieu? Va-t-il être maintenu? Va-t-il être reporté? Va-t-il être annulé? Donc là, ce serait notre premier thème de l'émission ce soir. Donc Jean-Noël, par exemple, est-ce que tu fais partie des gens qui pensent déjà que le Tour de France ne doit pas être à huis clos, c'est-à-dire avec du public? Vas-y, Ouais, pardon. Non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. c'est un thème global par rapport à la déclaration de Christian Prudhomme, patron d'ASO, hier, qui disait qu'il ne devrait pas y avoir de huis clos pour le Tour de France, s'il a lieu. Et ensuite, la question, c'est tout simplement, est-ce que tu penses que le Tour de France va être maintenu, va-t-il être reporté ou va-t-il être annulé? C'est ton sentiment à toi de manière subjective, hein. Oui, bien sûr, évidemment, parce que je suis pas dans le secret des dieux, évidemment. J'espère de tout cœur qu'il va être maintenu, parce que un été sans Tour de France, hors période de guerre, on l'a quand même jamais connu, et je pense que nous tous, on s'ennuierait beaucoup cet été si on n'a pas le Tour de France à se mettre sous les yeux. Ce serait quand même super triste. Après, à huis clos, du coup, ça a été à peu près évacué par Christian Prudhomme. Il a dit que c'était pas envisageable. C'était une option émise par la ministre des Sports. Prudhomme, a priori, écarte absolument cette hypothèse-là. Après, il faut voir que c'est quand même un beau bordel, hein, pardon l'expression, mais Vas-y. du coup, on a vu là le Tour de Suisse qui c'est tout récent, du coup, qui a été Ce annulé. matin. Ouais, c'est ça, c'est tout récent. Et il devait être du 6 au 14 juin, donc vraiment pas longtemps avant le début du tour. Et lui, il est annulé, donc ça commence quand même à être un peu chaud pour les dates prévues pour le tour qui en plus cette année doit partir plus tôt que d'habitude. Exactement, le 27 juin, exactement, ouais, une semaine plus tôt que d'habitude. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le maintenir D'autant plus que Ouais. j'ai entendu aussi par rapport, à tout ce qui est aussi phase de réathlétisation, parce que s'il y a une polémique entre les différents confinements, qui sont imposés dans les différents pays, que ça crée des inégalités d'entraînement et que, chez l'UCI, on est d'accord pour donner, 4 semaines de «réathlétisation» entre guillemets avant la prochaine course. Donc ça veut dire que si on suspend encore les courses, certainement de 2 semaines, de 15 jours en 15 jours comme ça se fait actuellement, il est probable que là, le Tour de France soit vraiment, menacé d'annulation. C'est ça l'ennui, tu as raison, c'est au-delà du fait de trouver potentiellement de nouvelles dates pour le recaler, pour le décaler un tout petit peu. À la limite, tu peux parce que du coup, tu n'as plus les jeux, donc du coup, tu retrouves un peu de marge de manœuvre pour le décaler. Encore une fois, techniquement, dans le calendrier, et ensuite, ça pose un bordel sans nom pour les villes-étapes, pour l'organisation, pour tout ce que tu veux. Quand même, c'est ultra compliqué. Et après, tu as la Vuelta qui s'enchaîne, et la Vuelta, c'est aussi ASO, donc c'est le même organisateur. Donc potentiellement, tu te dis qu'ils peuvent peut-être s'accommoder pour un peu décaler tout le monde d'une semaine ou deux. Mais indépendamment de ça, tu as raison, il y a la grande question, c'est quand bien même on le décale et il a lieu, c'est avec quel coureur et dans quel état. Effectivement, si les mecs, ils ont pas couru de vraies courses avant,
Tu avais une interview de Vincent Lavenu qui disait ça en fait. Il disait le home trainer, c'est vachement bien, ça permet de maintenir la forme, mais ça permet pas de progresser en fait. Et entre des gars, les Français, mais d'autres, qui sont confinés chez eux et qui sont réduits à s'entraîner sur home trainer, et d'autres qui sont à l'autre bout du monde et qui peuvent s'entraîner sur route, bah évidemment, ça fait un peu une distorsion de concurrence, quoi. C'est pas très fair, quoi, comme truc. Tout le monde est pas armes égales, donc ça pose aussi cette question-là. Mais j'espère quand même Ouais, c'est sûr. qu'on verra du Tour et du vélo cet été, malgré tout. C'est sûr qu'on peut comprendre les coureurs français qui sont un peu dépités quand ils voient les Belges, par exemple, enchaîner les sorties de 200 km tous les jours sur Strava, peut être assez Ouais, dégueulasse, quoi. ouais, non, c'est bien sûr, carrément, évidemment, c'est vraiment pas les mêmes conditions pour se préparer et puis rien ne remplace la course, coller un dossard sur son cul et puis faire le job, quoi. S'entraîner, c'est bien, c'est nécessaire, mais il y a un moment, il faut être dans l'adrénaline, pas facile à dire, de la course, la vraie. Et si les mecs il y a pas de Dauphiné, il y a pas de Tour de Suisse. Enfin, le Dauphiné, il est reporté, il est pas annulé pour l'instant, on verra, mais il y a pas beaucoup de courses qui sont au programme, quoi. Ça risque d'être compliqué quand même. Mais bon, cela dit, ça peut être super intéressant parce que ça peut aussi niveler un peu tout le monde et se dire que on verra des mecs qui vont faire des défaillances parce que et puis il faudra pas leur en vouloir. Et puis d'autres, enfin, ça peut faire un tour vachement surprenant en fait et donc du coup assez passionnant mais pas forcément celui auquel on s'attendait avec les favoris qu'on avait tous préparés depuis le début de l'année en regardant les programmes des uns et des autres et de voir comment ils se préparaient et qui allait être au taquet et qui allait marquer des points et qui allait se présenter comme favori. En fait, ça peut aussi rebattre les cartes de tout ça, ça peut être intéressant. Puis aussi, faut aussi repasser ça dans un contexte, global, avec toutes les épreuves, toutes les classiques de printemps et le Giro à recaler. On sait pas trop comment ça va s'agencer, donc peut-être des gens finalement qui vont privilégier le Tour de France au Giro. C'est assez peu clair, au moment où on parle. Ouais, oui, c'est ça. Et ben, imagine, si on prend un gars comme Bardet qui s'était dit cette année je fais le Giro et les Jeux, bon bah globalement il est un peu dans la merde. Il devait faire Tirreno, il s'est rapatrié sur Paris-Nice. Là j'imagine que bon après c'est des pros, ils peuvent s'adapter, mais tout ce qu'il avait prévu, tout a sauté en quelques semaines et il faut tout remettre. Dans la tête, dans les jambes, il faut refaire un programme. C'est quand même un beau bordel, quoi. Ouais, c'est très très compliqué. Un Tour de France, par exemple, il n'en est pas question, mais par exemple, un Tour de France à huis clos, pour toi, c'est inconcevable? Ouais. Après, moi, là, je me dis, tu vois, si tu me dis c'est à huis clos ou c'est pas du tout, je vais te choisir. Bon, bah, faisons-le à huis clos, évidemment, mais Ah ouais, quand même. Ah oui, donc ça veut dire qu'on a besoin de le Tour de France cet été, quoi. moi, j'en ai besoin. Ah Mais ouais, mais moi aussi, hein, tout le monde. Hein. je crois qu'on en a tous besoin. Mais en revanche, après, tu te dis, là pour le coup, là c'est nous les fans, on se dit ça, on a besoin de ça. Après, tu te dis, ok, les sponsors aussi. Je pense que les sponsors, s'ils n'ont pas le Tour de France, ils sont mal aussi. Évidemment, Ah l'exposition, oui, bah oui. c'est aussi chaud. Mais les coureurs, courir à huis clos sur des routes qui sont désertes, où il y a personne dans l'école, t'imagines la tristesse d'école où il n'y a pas un chat pour les acclamer, même si les mecs qui les poussent, ça doit les emmerder évidemment, mais c'est que ça les pousse aussi quoi, enfin au Ça sens figuré. ça impacterait leur performance et notamment Confiance. des mecs comme Alaphilippe qui marchent à ça, quoi, tu vois, Ouais, au panache. exactement. Puis et Bah, au-delà des mecs sur l'école, se dire que t'as personne au village départ, personne à l'arrivée. Euh, Après voilà, si c'est ça ou rien, très bien, mais ce serait d'une tristesse. Mais bon, Ok. bah, euh, après aussi on peut regarder, on a déjà un exemple sur le Tour de France. Moi je pense par exemple au mur de Péguerre, dans les Pyrénées, qu'on a gravi il me semble l'année dernière en 2017 et dont la dernière partie est à huis clos parce que la route est trop étroite. mhm, mhm, C'est déjà pas la même ambiance. Ça fait déjà, bizarre de voir, pas de spectateurs. mhm. C'est bien sûr un exemple à échelle très réduite, Euh, mais c'est déjà un premier. Bon Ouais, après, c'est vrai. après ce qui s'est passé sur Paris-Nice aussi pour prendre un autre exemple, bon
c'est Paris-Nice, quoi. Je veux dire, Paris-Nice, les étapes, de pleine la semaine, bon, huis clos ou pas, on voit pas trop la différence. Oui, exactement. Là, tu as raison, évidemment, dans le calendrier, c'est à une autre époque, il fait plus froid, tu as moins de monde sur les routes, effectivement, ouais, bien sûr. Mais après, voilà, en tant que spectateur, voilà, on verrait du vélo et ce serait top parce que voilà, pour la retransmission, ça changerait pas grand-chose. Mais pour la psychologie des coureurs et la motivation, parce que quand même, du coup, c'est des mecs qui se motivent encore plus quand ils savent qu'il y a les foules derrière eux quand même. À huis clos, ça doit être. C'est pareil que, en fait, typiquement, là, si on prend un exemple, le match du PSG contre Dortmund à huis clos dans le Parc des Princes vide, bah, c'est pas la même chose, quoi. Oui, c'est sûr. Loïc, Rudy, libre antenne, hein, si vous avez des questions un peu ouvertes à Jean-No. Toi, de ton point de vue de journaliste, comment tu abordes cette période dans le sens où, je vais parler du point de vue économique, puisqu'on a une info qui vient de tomber il y a 2-3 heures, c'est le patron de la CCC qui a dit que CCC allait arrêter son investissement dans le vélo. J'ai vu ça et j'ai vu les réactions. J'ai oublié son nom, Benoît, quelque chose. Je suis désolé pour. Cosnefroy. lui. Non, journaliste à Eurosport. Bref, je suis désolé, son nom ne me revient pas, tant pis, je suis désolé pour lui. Mais qui disait qu'il fallait se méfier aussi, et je répète parce que moi je ne connais pas ce mec, mais que le mec il était un peu coutumier des effets d'annonce et que ça pouvait être aussi un truc en disant bon ben mes coureurs, il va falloir accepter des diminutions de salaire, sinon j'arrête. Enfin, il peut y avoir aussi ce genre de choses, mais là pour le coup je sais pas du tout. Mais en revanche, ce dont on peut être à peu près sûr, c'est que la situation actuelle, c'est quand même une économie assez fragile, hein, le sponsoring d'une équipe de cyclisme. Et si tu cours pas, si t'as pas de course, si t'as pas de retransmission télé, si t'as pas de retombées médiatiques, c'est clair que ça doit pouvoir commencer à être compliqué pour pas mal d'équipes et pas mal de sponsors qui, par ailleurs, vont pas super bien, c'est clair. Pour le coup, c'est assez dangereux ça, parce qu'il y a quand même pas mal de sponsors. C'est pas Byzance, quoi. Ouais, mais surtout, en fait, je parle pour les équipes étrangères, beaucoup de sponsors qui sont liés au milieu du tourisme, Et en plus, t'as raison. notamment la Sunweb, c'est des Mhm. voyages touristiques, Corendon Circus, même si après, on en avait parlé avec Chanel, tout le monde, toute entreprise sera prêt à payer pour avoir son nom sur le dos de Mathieu Van Der Poel. Oui. Donc ça, globalement, ils n'ont pas de problème. Et par exemple, la Sunweb, qui a plus forcément de très grands noms, là, pour eux, ça pourrait être un peu plus problématique parce que un sponsor qui est quasiment au bord de la faillite, même, je disais ce matin l'interview de Jérôme Pinault, Oui, qui disait qu'il ne dormait quasiment plus la nuit et qu'il n'avait qu'une seule peur, c'est de se réveiller en disant bon bah je dois arrêter l'aventure. Et le problème, c'est que 3/4 des équipes cyclistes, Pinault et pour moi la CCC encouragent de l'annoncer publiquement en disant la situation va mal, mais 3/4 des équipes en sous-main sont en train de négocier pour diminuer les salaires, négocier avec la fédération pour voir si on peut pas prolonger les contrats ou faire des économies ici et là. stabilisé. J'ai peur que tout s'effondre. J'ai peur qu'au moins 5 ou 6 équipes sautent avant la fin de l'année. Clairement, ça, c'est une vraie inquiétude. Et quand on discutait de savoir si le Tour de France devait avoir lieu, il y a évidemment notre intérêt à nous, fans de base, qui passerait un mauvais été si on n'a pas notre shoot de Tour de France. Mais ouais, il y a aussi tous les sponsors français et pareil pour les sponsors italiens rapport au Giro, les sponsors espagnols rapport à la Vuelta. S'ils sont pas sur les routes du Giro, ou de la Vuelta, chacun suivant ses problématiques et ses considérations économiques, ça peut être une catastrophe économique assez rapidement, bien sûr, parce qu'il y a des enjeux financiers, évidemment, c'est normal, on est dans un système économique, hein, pour le coup, c'est logique, il faut pas le nier, et il faut avoir ça en tête aussi, parce que c'est des équilibres qui sont fragiles, malheureusement. Donc ouais, c'est ce qui se passe. Si ça dure, ça peut être potentiellement super emmerdant. Ouais, surtout les équipes italiennes et espagnoles qui sont encore plus en difficulté. Enfin, l'équipe Burgos, elle était pas très stable dernièrement.
Le Euskadi Mourrier Bah, est obligé d'être remplacé par la Fondazione Euskadi, qui deviendra Euskadi. Les équipes italiennes, comme la Vino Zabu maintenant, qui n'arrive pas à changer de sponsor dernièrement, c'est pas très stable. Il n'y a plus d'équipe italienne au World Tour, quoi. Donc, C'est ça, ouais, ça peut aller très très vite en fait. Malheureusement, et c'est un peu tout ça qui joue en fait derrière le maintien ou non des grands tours. Je pense qu'à ESSO, enfin j'en sais rien, hein, mais je me dis qu'à ESSO, s'il n'y a pas le Tour de France, c'est économiquement, ils vont tirer la tronche évidemment, c'est une source de revenus colossale, mais derrière c'est tout l'écosystème du cyclisme qui risque sinon de se casser la gueule, mais du moins d'en pâtir. Et c'est encore une fois Tour, Giro, Vuelta et toutes les autres courses aussi, mine de rien, quoi. Donc ouais, c'est assez problématique ça, parce que dans le lot, il y a c'est pas forcément des métiers où on gagne super bien sa vie. Les grandes stars, elles sont, tout va bien pour elles, mais dans le lot, il y a quand même des gars qui gagnent convenablement leur vie, évidemment, mais voilà, c'est pas des stars, c'est des équipiers, voilà, ça peut être très très vite problématique pour plein de monde. C'est sûr que la densité de coureurs à Monaco va vite se réduire. Par exemple. Voilà. Même Et à Andorre, hein, 3/4 des cyclistes, Garcia Cortina, oui, Depuy, mais alors Simpson, Andorre, c'est encore Jungels. spécial parce qu'il y a un statut spécial sportif où ils bénéficient d'avantages fiscaux. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est encore autre chose, Andorre. Mais oui, par exemple, à Monaco, on va en voir moins, quoi. Ils vont tous rentrer dans leur territoire nataux, et Monaco, ça peut être le paradis du cycliste. Ouais. Après, dans les équipes qui vont rester, et malheureusement, on va avoir le même problème que dans le foot, c'est que qui sont les équipes qui ont de quoi résister actuellement? C'est les équipes soutenues par des États. C'est-à-dire la Bahreïn, la UAE, la FDJ, et après les équipes nationales en Conti. Par exemple, la Jumbo-Visma soutenue par les Pays-Bas. Non, la Jumbo, c'est à moitié de la loterie et à moitié Oui, c'est pas tout à fait du le truc tourisme, je public. crois. D'accord. Voilà, mais donc c'est pas tout à fait public. Donc eux, ils sont sur fonds privés, mais globalement, économiquement, ça va. Mais par exemple, à Bahreïn, au Mérida, l'émir, chaque année, il signe un chèque, tu vois? Voilà. Et au Bahreïn, il doit avoir 15K tout pété et ils ont du pétrole. Donc eux, tu vois, ils vont recruter, ça, c'est pas un problème. Voilà, Après, où on fait les beaucoup de équipes. plans sur la comète en sachant pas quand va s'arrêter cette crise, les conséquences économiques et tout ça. Mais des échos qu'on a aujourd'hui et de la manière dont ça s'accélère dans le monde du vélo depuis 2-3 jours, c'est vrai que si, demain ou, après-demain, je sais pas, ASO débarque ou le ministère des Sports débarque et dit: «Bon finalement, le Tour saute», là, il y a beaucoup de coureurs qui vont se retrouver à la paille et ce sera, comme je crois à l'année 2016 où Armée de Terre avait sauté et d'autres équipes encore en Conti Pro et Conti avaient Ouais, sauté et beaucoup de coureurs s'étaient retrouvés sur le même carreau. généralement depuis 2-3 Là, ans, oui. c'est un peu l'hécatombe chaque année, en Conti Pro et en Conti, hein. Chaque année, depuis 2015-2016, chaque année, tu as 2-3 Conti Pro au moins qui mettent la clé sous la porte ou qui repassent en Conti. Donc là, bah, ce sera peut-être pas 2-3, ce sera peut-être 5-6, quoi. Et derrière, tu vois, tu as tout ce qui se passe au niveau des sponsors et des équipes professionnelles, évidemment, suivant qu'elles soient World Tour ou pas, ce qui est déjà pas la même chose. Et derrière tout ça, tu as encore, généralement, enfin, pas toutes, mais tu en as beaucoup qui sont en structure, en club. Il y a le volet professionnel et il y a tout le volet formation, finalement amateur. Et tu as aussi toutes les petites courses amateurs pour qui c'est déjà depuis des années très très compliqué parce que ça fonctionne suivant le bénévolat et qu'il faut trouver des bénévoles, il faut trouver les démarches administratives pour bloquer les routes. Enfin, c'est quand même un bordel aussi sans nom d'organiser. Et en même temps, c'est là où tu permets aux petits jeunes de se coltiner, de se former à la course et que tu formes les professionnels de demain. Donc il y a tout aussi l'aspect formation en fait quand on parle du système économique. Il y a la partie émergée de l'iceberg, les World Tours, effectivement des grandes disparités suivant qui est ton sponsor et si c'est un état pétrolier ou pas. Effectivement, c'est déjà pas la même histoire. Et derrière, tu as toute la formation derrière. C'est tout en cascade en fait qui se trouve fragilisé et ça peut aller super vite. Après, voilà, il faut pas non plus
il faut pas non plus être catastrophique. Pour l'instant, les courses, voilà, il faut rester du principe qu'elles vont avoir lieu et espérer qu'elles aient lieu pour tout ça aussi, pour toute la partie qu'on voit pas mais qui est super importante parce que ça tient tout le système. Et le système, c'est les coureurs de demain, les mômes qui ont 15 ans aujourd'hui et si demain il y a plus de club, bah évidemment, ils seront jamais professionnels quoi derrière. Mais on n'en est pas là, hein. Faut juste l'avoir en tête quoi. Ok. C'est quand même fou de se dire qu'il y a 2 mois, on parlait de qui allait gagner le Tour, machin, etc. Il y a un mois, on disait bon, quelques courses annulées, machin, on regardera le GP de Patagonie, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est Sevilla qui fait 2e du GP de Patagonie. Mais maintenant, on en est à se dire le modèle économique du sport qui remonte à 100-110 ans est d'un coup menacé de mort en fait. Ouais, Ça nous a débarqué d'un coup sans qu'on y soit prêt. Et je ne sais même pas. Ce qui inquiète, c'est que nous, on suit pas mal le vélo, même si on ne suit pas forcément l'aspect économique. Donc je pense que même les mecs qui travaillent au sein de ces boîtes, au sein des équipes, sont peut-être pas préparés. Et quand on voit des fois les sponsors qui sont choisis à la dernière minute, je pense à la Cannondale qui avait galéré à trouver le soutien de Education First et qui avait fait, je crois, 2 jours avant la qui avait deadline. dit même à ses coureurs, vous pouvez les chercher ailleurs parce que l'année prochaine on reviendra pas. Les Cannondale. Ouais, Ouais, c'est vrai. Voilà. Là, on en est Après, à se dire, peut-être que ça va disparaître, quoi. tu dis, c'est super intéressant parce que tu dis globalement, il y a 2 mois, on se posait pas du tout cette question. Là, on est à se poser cette question et on a raison parce que c'est une vraie question qui se pose. Mais peut-être, il faut l'espérer, dans 2 mois, le Tour aura bien eu lieu, la Vuelta aura bien eu lieu, le Giro aura bien été recalé et finalement, on s'en sortira pas si mal. Ça peut aussi aller vite dans l'autre sens. Essayons de rester optimistes. C'est vrai. Oui. Mais Il faut. effectivement, en fait, c'est ça. En fait, on n'en sait rien. Et personne n'en sait rien. Que nous, on n'en sache rien, à la limite, c'est normal. Mais je pense que ouais, tu demandes aux structures des pros. Je pense qu'effectivement, ils dorment plus parce qu'ils savent pas demain ce qui va en être. Et tout le monde est au jour le jour. Surtout que la C'est plupart assez... sont au chômage partiel, donc pour travailler, c'est assez dur de se coordonner. Exactement, Déjà, exactement. je sais que le gars de la Vital nous avait dit qu'il était au chômage partiel, il me semble. Il avait dit ça, ouais. Il avait dit qu'il était au chômage partiel. Les mecs de la Direct Energy sont au chômage partiel. Ceux de la Arkea, il y en a certains qui sont au chômage partiel. Tous les staffs des grandes équipes sont mis au chômage partiel, en tout cas les équipes françaises. Après, dans les pays, par exemple aux États-Unis, où le chômage partiel n'existe pas, je ne sais pas comment ils vont faire. Par exemple, la Trek, comment ils vont garder leur staff? Oui. Et ça, je sais pas. C'est vrai. Bon après là, faut voir. Dire après, il n'y a pas tous les secteurs qui sont impactés, donc il y a forcément des sponsors qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Comme on avait pris l'exemple des pays, je pense que tout ce qui est cycle, tout ce qui est marchand de cycle, ça va pas être non plus un énorme impact comme ça peut En l'être vrai, par les exemple. marchands de vélos, ils se mettent bien, hein, parce qu'il y a une augmentation des ventes, hein. Oui, voilà. Donc après, faut pas non plus dire ça va être compliqué pour certains sponsors, mais pas tous, hein. Je pense que quand même on arrivera à sortir avec une bonne dizaine d'équipes de cette crise, hein. Faut pas non plus noircir le tableau. Oui. Non, bien sûr. Et puis même, enfin, au pire du pire, si on se place dans une situation catastrophe, il y a des sponsors qui vont se retirer parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce que disait Chanel, c'est globalement, il y aura toujours un gars pour payer pour avoir son nom sur le cul de Van Der Poel. Hein, je reprends ses mots, c'est exactement ça qu'il disait. Et heureusement, du coup, bien sûr, il y aura toujours des sponsors et donc des équipes. Après, voilà, ça peut être juste entre guillemets une période difficile. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu, enfin, pas du même ordre, mais il y a eu. C'est souvent cyclique en fait. Il y a souvent plein de sponsors qui s'en vont en même temps. Ça laisse un grand vide. Et puis il y en a d'autres qui apparaissent. Et puis bon an mal an, tout ça vit. Alors pas forcément aussi bien qu'on le voudrait tous, mais voilà. Oui, non. On aura toujours un peloton professionnel cycliste. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Parce que pas d'inquiétude.
Est-ce que la période, on va dire, du dopage, enfin de l'énorme période du dopage fin des années 90 pour le cyclisme, notamment du Tour de France, est-ce que tu inclus ce cycle un petit peu, tu sais, un peu où ça finalement ça a donné une mauvaise image, où l'économie du Tour était un peu, comment dire, un peu abaissée, quoi? Alors après, tu sais, là-dessus, il y a un truc assez rigolo, c'est que Festina, du coup, là, l'affaire Festina, en plus, le Ouais, truc était ouais. monté. Je pense qu'ils ont jamais vendu autant de montres que dans les années qui ont suivi, en fait. Donc, Ah ouais, c'est marrant, ouais. euh, ben parce qu'en gros, globalement, alors dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'on on tombe sur la gueule des coureurs. On tombait sur la gueule de Virenque, de tout le monde, de tous les membres de l'équipe Festina, mais finalement Festina en eux-mêmes, ils étaient sponsors, voilà, enfin, ils vendaient des montres, bah voilà, on parlait de Festina, ils ont vendu des montres. C'est pas forcément une image ultra positive, hein, je pense pas qu'ils en soient super fiers de ce qui se soit passé Ouais. à l'époque, mais en fait, c'est toujours le truc, peu importe que vous parliez de moi, que ce soit Oui, en bien ou en mal, mais parlez de moi. exposition reste une exposition. Exactement. Après, encore une fois, je pense qu'appliqué au cas Festina, il s'en serait bien passé, hein, on est bien d'accord. Oui. Mais effectivement, à cette époque-là, ça en a quand même refroidi. Il y a eu une période un peu difficile parce que c'était délicat et difficile d'associer son nom à un sport où, dans l'image, dans le grand public, c'était un sport où tout le monde était dopé. C'était évidemment plus complexe que ça, mais bien sûr, ça a refroidi les sponsors. Et au final, bah, un peu plus de 20 ans après, ça se porte pas si mal que ça, quoi. Finalement, c'est toujours assez cyclique. Au pire, tu fais le dos rond et puis ça passe. Après, évidemment, Oui, bah, c'est pas justement, simple, hein. voilà, il y a eu 5-10 ans difficiles de 2005-2015, on a un peu purgé tous les palmarès. Puis là, c'était reparti, quoi. On continue Exactement. encore, hein, Et oui. Enfin, il y a eu, le mec de la Sonia Duval qui avait gagné la Vuelta devant Kobo. Froome, José Cobo. Mhm. Il a sauté à la fin quand Froome Ouais, juillet-août dernier. était en convalescence. voilà. Ouais. Ouais, je pense Bah, que c'est le dernier grand vainqueur d'un grand tour qui a sauté a posteriori. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas si vieux, hein, effectivement. Oui, c'est pas si Ouais, vieux. ouais, mais il y a une c'était époque, C'était un scandale sans nom, ce truc. Enfin, oui, on regardait ça à la télé, tu disais, mais non, le juste. mec sortait de nulle part. Et puis il y avait Mais personne après, pour moi, croire. je C'était pense que atroce. ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé parce qu'aujourd'hui, tu as une plus grande professionnalisation dans le vélo. Et le vélo représente tellement d'argent aujourd'hui que bah, tu as des secrets, etc. Pourquoi, quand il y a l'affaire Festina, les footballeurs du Real qui étaient impliqués, on n'en a jamais parlé? Parce que le foot, ça représente des milliards et qu'on a dit, on met ça sous le tapis. Par exemple, le cyclisme en Amérique du Sud où ça rapporte moins. Rudy, tu connais la Vuelta San Luis et le Tour du Venezuela. À chaque fois, le top 20 chaque année, à la fin de l'année, il y en a la moitié qui a sauté. Les Villalobos et tout ça, ça dégage. Allez. Ah ouais, c'est d'ailleurs, Villalobos, faut pas se foutre de sa gueule, il est à la EF maintenant. Mais Là, je parlais du Costa-Ricain, pas le donc Mexicain grimpeur. ah oui, Oui. ouais, Oui, Luis je me disais Villalobos, aussi, c'est il est de bizarre. Costa Rica. Donc ouais, on a réussi à je pense que le cyclisme européen, il peut tenir. Par contre, le cyclisme dans les pays, le cyclisme Après, émergent tu quoi, dis le cyclisme européen, mais avec les Autrichiens, la filière rien que colombienne, l'année asiatique, dernière. ouais, l'affaire Aderlas, dont on n'a jamais eu de nouvelles d'ailleurs, hein. Il y a un truc aussi, c'est qu'on a beaucoup braqué les projecteurs sur le cyclisme parce que affaire Festina et parce que Armstrong, Landis, il y a quand même une tripotée d'affaires. Évidemment, il faut pas les mettre sous le tapis. Elles ont existé, elles existent. Mais ouais, mais ce que tu disais, c'est vrai, c'est que c'était un problème sociétal, quoi, quasiment. Je veux dire, si les cyclistes de la fin des années 80 ou fin des années 90, pardon, se dopaient, c'est globalement à peu près dans tous les sports professionnels où il y avait du pognon à se faire, ben, on se dopait, c'était assez culturel d'une certaine façon. Pas tout le monde, évidemment, il faut jamais généraliser, jamais tout le monde. Il y a toujours des mecs. Mais Après, l'affaire pour globaliser les sports, quoi. l'affaire Festina, elle a eu un impact médiatique très important parce que aussi, elle mettait en lumière le anti-héros qui était Virenque. Ouais, et puis parce que c'est le Tour de France, parce que c'est le mois de juillet, c'est le truc qui se passe l'été que tout le monde attend. C'est juste après la Coupe du Monde ou juste avant ou L'affaire pendant d'ailleurs. Festina, c'était pendant la Coupe du monde de foot France C'est ça, 98. hein, Hein. ouais. 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 Et Virenque, en plus, cette année-là, il est programmé pour gagner le Tour. Il va gagner Ouais. le Tour. Et Il fait forcément, deux.
Il fait deuxième en 97. Ouais. Exactement, il fait deuxième l'année précédente. Et puis il est ultra populaire. Et puis tout le monde attend qu'il gagne le Tour. Et donc ça explose, ça explose à la gueule de tout le monde. Et à l'époque, en plus, moi, du coup, quand j'ai vu ça, j'avais quoi, 19 ans, 20 ans. Je débarquais, j'étais plein de naïveté. Moi, pourtant, on avait vu les trios de la Gay-Wis quelques années plus tôt, où ils mettent tout le monde à 3 minutes. J'ai 3 minutes, j'en sais rien, mais en tout cas, ils dominent à mort. On avait mis des œillères, en fait, c'est parce que c'était beau à voir, quoi, et on voulait le voir. Mais il y avait d'autres sports à la toujours actuellement. Pour moi, en tout cas, enfin, on n'est plus à l'époque de 2004 où on avait la Saunier, on avait la Gerolsteiner, Rebellin sur le triple ardennais, quand même. Non, mais c'était beau, ça. Pour le coup, tu vois, là, on parle de tout ça. Et encore une fois, c'est bien, il faut en parler parce que les périodes noires et les périodes difficiles, il faut jamais les mettre sous le tapis en disant allez, c'est du passé, on n'en parle plus, parce que globalement il faut essayer de faire en sorte que ça ne revienne pas. Mais le cyclisme va bien mieux qu'hier. Enfin, il y a forcément des brebis galeuses, évidemment. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que les performances sont revenues à la normale. Mais oui, surtout, justement, l'affaire Haderlas, enfin, ce que ça a montré à Haderlas, c'est qu'à l'instant où on a su, il n'y a pas eu de tergiversation de la FDJ. Preidler a démissionné. De Niffel, qui était sa carrière. de la CCC. Côté Ricardo Zoidel qui devait signer à la CCC, mais qui s'est retiré, je crois aussi. Non, c'était De Niffel devait signer à la CCC. Il a eu des problèmes personnels. Haderlas a pété 3 semaines plus tard. Et ils ont recruté Zoidel à la place. Maintenant, Zoidel est revenu à la Tyrol. Et le fait que, dès qu'on a vu ça, on a exclu les coureurs. Là, pour moi, c'est qu'on a fait un grand progrès là-dessus. Et ça devrait inspirer les autres sports. Parce que quand on regarde dans le biathlon, par exemple, certains Russes, des mecs comme Loginov qui reviennent. Loginov, topage EPO, il revient, il gagne. C'est ça. Et du coup, le biathlon, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand je sais pas s'il gagne ou s'il est sur le podium, si je crois qu'il gagne une des courses, il a gagné, tu vois tous les sprints. Ouais, tu vois Fourcade, quand on lui demande son commentaire, globalement, il n'en pense pas moins, il le dit pas, mais voilà, et c'est bien parce qu'il y a plus trop de tabous, quoi. Les mecs suspects, tu les repères assez vite et c'est plutôt positif parce que ça veut dire que qu'ils viennent un peu de nulle part et que c'est pas normal. Et donc tu peux suivre une trajectoire et que normalement une trajectoire elle est assez linéaire. C'est que t'arrives, tu fais un exploit, tu progresses, tu grandis, t'acquiers la maturité. T'es au top de ta forme et après tu déclines. C'est à peu près, c'est très humain. C'est lié aux capacités physiques humaines et au vieillissement et ça se passe de manière assez naturelle. Il y a toujours des ovnis qui à 40 piges sont toujours au top, mais c'est rare. Même Valverde décline. Il y a Rebellin, 49 ans. En fait, ouais, c'est ça. Du coup. Je pensais à Valverde. Décline, Oui, c'est ça. Après Valverde, Valverde, il n'est pas éternel. Dans l'émission. Après, dans l'équipe, on a un fan de Rebellin, voilà. Ah ouais, moi c'est. Rebellin, ça va être fan inconditionnel de Rebellin dans le sens où. T'as raison. Justement, tous les coups, c'est quand même le mec qui dit j'ai fait des conneries et je vais aller purger en allant apporter le cyclisme dans. Enfin, il va à la Sovac, qui était équipe algérienne. À l'époque quand il va en 2018, début 2019. Avec Reguigui. Ouais, début 2019, il n'y a plus Reguigui. Le leader, c'est Islam Mansouri. Donc on est sur du sprinter de 4e ou. Un sprinter. Mais on est sur du sprinter de Conti. Et c'est un mec, enfin, il a connu les plus grands leaders. Et le mec va mettre son expérience, fait quasiment du bénévolat, il n'est pas payé. Ensuite, il va à la Meridia Canem, on lui dit bon, propose un contrat de 3 mois, il fait ok, pas de problème. Il fait des championnats d'Italie potables. Et il fait bon, finalement, j'ai continué. Il re-signe pour 1 an. Et là, il dit bon, il y a le coronavirus, du coup, je re-signe pour 1 an. C'est quand même exceptionnel. C'est. Et puis surtout,
chacun a un droit à la rédemption aussi, tu vois. On peut faire des conneries, puis de toute façon, on en fait tous. Hein, enfin voilà, globalement, personne n'est parfait, quoi. Et faire des erreurs, à la limite, c'est pas grave. Il faut juste qu'elles soient sanctionnées quand on parle de dopage et lourdement. Mais après, on peut revenir. On peut avoir été un jeune con et puis comprendre les choses et puis revenir avec une autre mentalité et au contraire pouvoir encadrer les jeunes en leur disant fais pas ce que j'ai fait. Et tu vois, quand tu parles de Rebellin, son histoire est belle parce que globalement là tu sens qu'il court pour le plaisir, il court plus pour gagner. Appliqué à ça, tu vois, quand je te dis on a le droit à la rédemption, moi je pense à un mec comme Bjarne Riis, qui revient dans les pelotons. Là moi ça me fait un peu mal au cul, pardon l'expression, parce que je suis pas sûr qu'il est qu'il se soit excusé d'une certaine façon pour sa victoire volée de 96 qu'il en est honte ou quoi que ce soit. Donc Tu c'est penses toujours Alors, difficile. Bjarne Riis a remporté le Tour de France en 96. Il avait comme coéquipier Ulrich et toute la clique Télécom, Deutsche Telekom. À cette époque-là, parce qu'il y a toujours son nom au palmarès, tu penses vraiment qu'il y a eu suspicion que le mec était a triché? Ah, Coco, Alors, bah, du coup, arrête. pour le coup, là, je voudrais pas me taper un procès parce que globalement, il est innocent, il est dans les palmarès et il y restera à jamais. Après, à l'époque, on l'appelait Monsieur 60%, mais même dès l'époque. Oui. Et quand tu le vois, il y a un moment quand même, il y a une image qui est assez marquante. Alors peut-être que je la reconstruis, qu'elle n'est pas aussi marquante que ça, mais je crois vraiment pas me tromper. Il fait une roue libre pour se laisser dépasser dans un col monstrueux. Il ferait une roue libre pour se laisser dépasser par le petit groupe avec qui il est pour jauger tout le monde. Et après, il s'en va comme un oiseau, quoi. Enfin, et ce mec, 5, donc en 96, ce mec à la fin des années 80, c'est un équipier de Fignon qui finit 120e du tour, quoi. Ça n'a jamais été un grimpeur, quoi. Ouais, mais on peut dire exactement la même chose pour Geraint Thomas. Geraint Thomas à la Barlow World, je me suis renseigné là, il finit pas lanterne rouge, il finit avant un dernier du tour, je crois que c'est en 2008 ou 2009, et il remporte le tour là en 2018. On peut aussi légitimement avoir les mêmes suspicions sur la Sky Ineos. Ouais, on peut effectivement si tu te bases sur sa trajectoire, sur d'où il vient. Wiggins avait une trajectoire assez similaire. Hein. Il fait troisième puis premier, mais avant il fait pas grand chose. Après, on peut. J'essaye d'être optimiste et je le suis pour le coup parce que vraiment ça va vraiment beaucoup mieux et je pense que le milieu du cyclisme professionnel est aujourd'hui l'un des milieux sportifs les plus clean, les plus contrôlés. Ouais. Ce qui veut pas dire qu'il y ait des mecs qui trichent pas, évidemment, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et je pense qu'on peut de nouveau regarder une course en se disant qu'on n'est pas volé sur le résultat et que c'est pas Superman qui est en train de voler devant les courses et de prendre le maillot jaune ou de gagner de la course. Ça n'empêche pas les suspicions et puis il faut les avoir, il faut pas être naïf forcément, mais il y a quand même le suivi longitudinal, il y a quand même plein de trucs qui sont mis en place. Il y a aussi plein de manières de passer à travers les barreaux et de tricher, hein, évidemment. Mais quand même, ouais, on est quand même dans un sport franchement super contrôlé et on voit d'ailleurs il y a beaucoup plus de défaillances qu'avant, beaucoup plus de mecs qui sont au taquet, qui attaquent, qui peuvent pas attaquer dans l'école et on est tous là on va dire mais vas-y attaque et en fait ouais le mec il peut pas attaquer mais c'est très bien, c'est juste qu'il suit, il est déjà bien content et c'est plutôt positif de voir tout ça, même si effectivement il y a des cas qui suscitent l'interrogation, on va dire ça comme ça. Après Attends, vas-y Alex. Après aussi, bon maintenant certes on franchit pas totalement les limites, mais maintenant ce qui pose plus de questions c'est les équipes qui poussent le règlement à l'extrême ou qui vont chercher les marginal gains comme dirait Dave Braceford. C'est-à-dire, les combinaisons aéro, aussi l'année dernière la polémique avec les cétones là, les trucs de récupération. Ça effectivement c'est peut-être un peu plus, aujourd'hui, c'est peut-être plus la recherche et pousser les limites à l'extrême plutôt que le dopage. Ouais. Et là, du coup, je sais pas si vous regardez, en étant confiné, c'est pas mal. Du coup, ça permet quand même d'organiser son temps. Mais l'équipe 21 qui fait des rétros, des vieux Tours de France. Là, ils ont diffusé le Tour 89 et c'est fascinant de voir ça. Tour 89, ça a 30 ans. Alors, c'est vieux évidemment, mais quand on voit les positions aérodynamiques normalement au tour avec chrono aussi. Jean-Noël avec la Madeleine de Proust, une super interview il y a 2 ou 3 jours de Patrick Chen.
Je sais pas si tu. Ah, Patrick Chen, c'est ta génération. Attends, bah oui, c'était le commentateur de cette époque-là, qui est un mec bien, enfin je le connais pas, mais que j'aimais beaucoup à écouter. Et quand on revoit ces vieilles images et la condition physique des mecs, ils sont pas taillés comme aujourd'hui. Le guidon de triathlète, pour le coup, quand Lemon, qui est pas le seul à l'utiliser, mais dans le contre-la-montre final du Tour 89, voilà, il y a aussi des avancées technologiques qui peuvent aider à être plus performants. Il faut juste que le règlement s'adapte aussi. C'est oui ou c'est non, mais voilà, si c'est oui, tant mieux pour ceux qui sont plus intelligents et qui innovent et qui inventent des trucs après tout. Mais après, si c'est non, c'est non, et du coup, on le fait pas. Mais ouais, il faut que ce soit clair. Et là, c'est à l'UCI et aux organisateurs de prendre leurs responsabilités et d'avoir une position franche là-dessus. Je crois que c'est Inno qui avait dit que avec le matos actuel, il gagnerait avec 5 ou 6 minutes d'avance sur n'importe qui. Et parce qu'il disait, il parlait des gains en poids surtout, que les vélos aujourd'hui sont ultra légers. Et ça peut jouer beaucoup dans l'école, mais aussi dans les descentes. Ils sont beaucoup plus contrôlables. Il y a beaucoup moins de probabilité d'incident mécanique parce qu'on a fait des machines qui sont plus fiables, qui sont vraiment millimétrées. Et on a un matériel beaucoup plus fiable, beaucoup plus performant, toujours à la recherche de la seconde en moins pour toujours essayer d'économiser au maximum du temps. Et c'est assez. C'est assez. Ça peut encore montrer de beaux résultats, je pense, cette recherche de matériel. Ah non, bien sûr. Et puis du coup, les avancées technologiques, elles sont aussi intéressantes. Il y a des limites de poids justement pour conserver l'équité. Je sais plus à combien elles sont, mais à la limite, moi j'ai envie de dire d'un point de vue technologique, tant qu'on met pas de moteur et qu'on continue à pédaler avec la force de ses muscles, moi ça me va bien. Après, ça me semble pas déconnant qu'on cherche à optimiser le matériel, la combinaison, l'aérodynamisme. Moi, c'est pas forcément des choses qui me choquent. Ça me choque si on a un moteur et que évidemment là du coup c'est plus la même chose. Ça me choque si on trafique son sang et pour booster ses performances. Mais pour le reste, il faut aussi vivre avec son temps, quoi. Et puis suivre les avancées technologiques. Ouais, ça fait devenir un peu comme la Formule 1, la recherche avec la soufflerie maintenant des vélos pour la recherche en chrono, la bonne position. Ouais, carrément, exactement. Et on voyait, il y avait plein de reportages sur comment Pinot essayait Pinot, mais les autres aussi, bien sûr, mais de s'améliorer pour trouver la bonne position sur le vélo pour éviter de perdre le moins de temps possible en chrono. D'ailleurs, Pinot fait plutôt la FDJ fait un super contre-la-montre par équipe en première semaine du Tour. Non, ouais. Contrairement à Bardet, à Ou la Movistar. Je pense que Bardet a perdu le Tour sur ce contre-la-montre par équipe. Ça, c'est mon avis. Non, mais c'est surtout, je pense qu'aujourd'hui, sur le plan technique, il y a une domination des coureurs issus du chrono. Et c'est pour ça le fait que Juan Denis aurait pu tellement apporter à la Bahreïn Merida. Et bon, il part à la Ineos maintenant, qui a déjà pas mal de coureurs formés pour le chrono. Donc il va avoir cette culture. Mais Kung, il a apporté un professionnalisme où Thibaut Pinot en parlait en disant il me disait, faut que tu te décales de 1 mm sur ta selle pour être mieux comme ça. Ouais, il corrigeait ma position de ma selle. Puis en plus, il vient de la BMC, et la BMC, le contre-la-montre, ça rigolait pas. Les Viziato, les Denis. Même Nicolas Roche à la BMC était bon en chrono. Oui. Ah oui, non, mais dès que tu passais à la BMC, tout de suite ça allait mieux, hein, mais. Si tu veux gagner le Tour, même s'il y a de moins en moins de contre-la-montre, si tu veux gagner un grand Tour, il se gagne pas forcément dans les chronos, mais il se perd en tout cas dans les chronos. Évidemment, si tu laisses 45 secondes, 1 minute dans le chrono, derrière, il va falloir aller les chercher, quoi. Donc tout ce que tu peux gratter et ne pas perdre à ce moment-là, c'est le bien vu. Et donc, du coup, l'apport des spécialistes dans une équipe qui viennent te conseiller, c'est un sport d'équipe, c'est aussi ça qui est chouette, c'est que tu es tout seul sur ton vélo, mais tout seul, tu peux rien faire, quoi. Tu as toujours besoin de mecs qui sont là à côté de toi, pour t'encourager, pour t'expliquer des choses. Il y a le rouleur spécialiste du chrono, il va pouvoir aider son leader, ne serait-ce que psychologiquement, et tout ça. Et ça, c'est super important, évidemment. Ok. Là, on va passer au deuxième thème de l'émission. Là, on va se recentrer sur notre invité, donc Jean-Noël.
Je t'avais demandé en amont, on t'avait proposé en amont le 5 majeur. Alors je sais pas si tu l'as préparé. Si, bien sûr, je suis un bon élève. Hein. C'est bien, c'est bien. Là, c'est quand même pour revenir un petit peu quand même par rapport à ton livre. Donc, les grands vainqueurs du Tour. On t'a proposé un 5 majeur. Donc là, on n'est pas sur une émission de basket, mais sur une émission de vélo. Ton 5 majeur, en fait, des plus grands coureurs du Tour, enfin des plus grands vainqueurs. Donc, par ordre, on va dire, de préférence. Donc, de la 5e place à la première. Donc, le premier, ce sera ton champion all-time. Ok. Du coup, alors, j'ai plutôt choisi, vous me dites, hein, sinon je m'adapte, hein, mais j'ai plutôt choisi des années. C'est-à-dire que, mais du coup, c'est les vainqueurs des années, hein, globalement. Sinon, je mets Merckx, évidemment, qui est dans le Hall of Fame, évidemment, mais que du coup, j'ai pas mis parce que j'ai privilégié des mecs qui, telle année, dans tel tour, ont fait des trucs que moi, je trouvais extraordinaires. C'est évidemment purement subjectif, hein, on est bien d'accord. Les plus belles victoires, quoi. Exactement, les Tu plus belles victoires. nous cites tes choix et puis nous, on te posera des questions, on mettra des commentaires. Ouais. Clairement, parce qu'encore une fois, c'est purement subjectif et ça se discute évidemment. Alors en 5e, Number 5, vas-y. oui, exactement, number 5, exactement. En 5e, j'ai mis Nibali en 2014. Parce que j'ai adoré la course qu'il a faite cette année-là. J'ai adoré ce Tour de France-là, d'abord parce qu'il y avait aussi 2 Français sur le podium. Évidemment, ça a aidé à faire ce tour quelque chose d'assez extraordinaire, mais c'était un tour, l'un des plus beaux tours de ces dernières années et depuis très très longtemps. Est-ce que justement, ce tour-là était quand même beau parce qu'il y avait Perrault qui avait fait 2. Perrault a plus de 35 ans quand même, faut-il le rappeler. Et tous les cadors étaient au tapis. Hein. Il n'y avait pas Quintana, il n'y avait pas Contador, il n'y avait pas Froome. Exactement. Exactement. Et c'est ça que je trouve ça. Qui rabaisse le Tour de Nibali, malheureusement, quoi, un peu. Ouais, mais du coup, tu vois, il y a un facteur chance, évidemment. Froome se casse la gueule, Contador ensuite se casse la gueule et ils abandonnent. Bien sûr, s'ils sont en pleine forme, ils se jouent peut-être des choses différemment. Mais ce que j'aimais bien dans ce tour-là, et ce que j'aime toujours dans ce tour-là, évidemment, c'est que Nibali, il attaque avant la montagne. C'est qu'à Rambert, même Yorkshire, il prend le jaune, je crois, à la 2e étape. Exactement, dès le 2e jour, exactement, il prend le jaune. Là, il fait pas forcément d'écart, mais il prend déjà le jaune, c'est déjà énorme. Et ensuite, à Rambert, sous la pluie, enfin bref, c'est avec Veschra, Fulsang et Lars Boom qui gagnent. Exactement, c'est une course d'équipe extraordinaire. Et là, il met 2 minutes à Contador. Froome, il est déjà plus là, il vient de se casser la gueule. Et donc, il arrive à la montagne et il a déjà 2 minutes d'avance. Le mec, il a déjà gagné le tour. Alors, il peut se passer plein de choses. Et c'est un tour qui est maîtrisé de bout en bout. Dans la plaine, dans la montagne, il gagne à la planche encore. Il gagne 4 étapes cette année-là, 19 maillots jaunes. Enfin, la maîtrise de Nibali cette année-là, elle est juste extraordinaire. Et moi, c'est un peu le tour qui m'a réconcilié. C'est un peu l'édition du tour qui m'a réconcilié avec le tour, justement, parce que ça venait après des années un peu chiantes, hein, quand 2012-2013. Voilà, exactement. C'était pas forcément ultra passionnant. Voilà. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette année-là. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e, mais c'est purement subjectif. Hein. Je conviens qu'on puisse ne pas être d'accord. Puis surtout, Nibali, ce qui était bien aussi, c'est que bon, il était avec le maillot jaune, mais même en montagne, il attaquait. Parce qu'au final, on regardait, il attaquait. Moi, je me souviens à Champs-Rousse, je crois qu'il a tout fait péter à 10 km de l'arrivée. Puis au final, derrière, ça s'est encore plus battu. Alors que bon, il aurait pu tout simplement monter au train. Et puis les autres derrière se seraient pas expliqués, l'auraient juste suivi. C'est aussi ça un peu qui donne le charme de ce Tour de France. Exactement, c'est un tour à l'ancienne. Enfin, je trouve, moi, dans le sens où effectivement, tu as un mec qui attaque et qui se contente pas de gérer son avance. Ouais, donc voilà, je trouvais ça assez chouette. Ok, on passe à la 4e place, number 4. Number 4. Là, je suis allé piocher dans l'histoire, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo. Là, j'ai mis le Tour 1910. Le Tour 1910, il est gagné par Octave Lapise. Et c'est un tour assez fascinant parce que Lapise, c'est le seul tour qu'il a fini. Il en a fait plein, évidemment, avant-guerre. Après, il meurt pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Et c'est le seul qui finit et il le gagne. Et cette année-là, il se bat jusqu'au dernier jour avec Faber, qui venait de gagner l'année précédente, François Faber. Et c'est le tour qui vient la première fois dans les Pyrénées. Et c'est pas ce tour-là où il traite les organisateurs d'assassins, si je me trompe? Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça fait partie de la légende pour le coup. T'imagines les mecs, en 1910, on va les Pyrénées et Persourde, Aspin, Tourmalet, Soulor, Aubisque, tout ça dans la même étape.
une étape bannière de Bigorre-Bayonne de plus de 300 km, enfin n'importe quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est là où en passant en haut d'un col, je crois que c'est au Bisque, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est au Bisque, mais faut pas m'en vouloir si je me gourre, où il dit le fameux vous êtes des assassins, quoi. Et c'est des chemins de chèvre, hein, les cols à l'époque, hein, c'est pas joliment goudronné. Et donc évidemment, c'est une autre époque, mais au-delà du côté épique et du vous êtes des assassins, les phrases historiques, il y a aussi le combat pour la première place jusqu'au dernier jour avec François Faber. C'est un tour ultra indécis, ça se court au point à l'époque, hein, donc première place de l'étape 1 point, deuxième place 2 points, etc., etc. Donc ça peut aller quand même super vite de perdre des points. Et donc voilà, c'est un tour aussi que moi j'aime beaucoup, même si voilà, aucun d'entre nous ne l'a connu, hein. Non. On passe au podium de Jean-No, donc là, la 3e place. À 3e place, j'ai mis le Tour 89, Lemon Fignon, indissociable, et 8 secondes. Et c'est pareil, du coup, c'est un tour au-delà des 8 secondes qui sont incroyables. Fignon qui a 50 secondes d'avance le dernier jour. Enfin, c'est de la folie pure. Et il y a surtout un mano à mano, à toi, à moi, Lemon en jaune, Fignon en jaune. Les deux se tirent la bourre, les deux, ils sont au meilleur de leur forme. Et c'est l'un des tours. Voilà, moi j'étais tout jeune là aussi, j'étais comme un fou parce qu'il y a un suspense, de malade. Ces deux gars qui sont des revenants aussi. Lemon, il vient de passer 18 mois sur un lit d'hôpital parce qu'il s'est pris dans un accident de chasse. Il a disparu depuis le printemps 87. Fignon, il sort de blessure, il revient de nulle part. Enfin, il y a aussi ça. Il y a deux mecs qui avaient déjà gagné le tour tous les deux, qui reviennent de nulle part, et c'est assez beau, et c'est l'un des tours les plus extraordinaires de l'histoire. Ok. Deuxième place, vas-y, Jean-Noël. En deuxième place, je suis reparti un peu loin. Le Tour 73 avec Luis Ocaña. Luis Ocaña, c'est pareil, c'est un destin incroyable, Luis Ocaña. Il aurait dû gagner le Tour en 71, enfin il aurait pu, et il se pète la gueule dans la descente du col de Manté sous un orage dantesque. Il a le maillot jaune et il tombe, et c'est Merckx qui finalement gagne. Et 2 ans plus tard, il revient, et là il est au top de sa forme, il domine tout, il est sur un nuage cette année-là, quoi. Et il est en état de grâce, et c'est l'un des coureurs les plus attachants. Son destin est pareil, il finit par se suicider dans les années 90, je sais plus trop. Quasiment dans l'anonymat d'ailleurs, il me semble. Exactement, ouais, tout le monde l'a oublié, il s'était détaché du milieu vélo, et il finit assez exactement. Et cette année-là, 73, il y a eu une étape quand même, c'est un truc de ouf quand même. C'est aux Ors. Le 6e de l'étape, c'est Zotemelk. J'ai pris des notes, hein, je dis pas ça de mémoire. Mais le 6e de l'étape, Zotemelk, il finit à plus de 20 minutes. Enfin, tu vois le bordel, la domination du mec, quoi. Puis en plus, c'est Zotemelk. Oui, c'est pas n'importe qui, hein, effectivement, ouais. Donc ouais, c'est une domination comme rarement on a vu, et il a gagné qu'un tour, mais il était vraiment beau. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. Donc là, Jean-Noël, on ouvre l'enveloppe pour l'Oscar, et là, le gagnant and the winner is... The winner is, en fait, du coup, dans les questions rapido, on en a parlé tout à l'heure, entre Coppi et Bartali, et j'ai choisi Coppi 49, mais parce qu'il y a Bartali juste derrière, hein, c'est le duo Coppi-Bartali de 1949 qui... c'est quand même assez incroyable d'imaginer... Enfin, Coppi-Bartali, il faut pas comparer les époques, mais j'ai envie de dire, c'est Merckx et Hinault qui courent sur le même Tour de France. Enfin, c'est de ce niveau-là quand même. J'aurais aimé, enfin, j'aurais pas trop aimé parce que j'aurais plus de 80 piges aujourd'hui, je serais quand même pas très jeune, mais être là sur les routes du Tour cette année-là pour voir ces deux champions se tirer la bourre, c'était juste assez incroyable. Ils font des étapes dans les Alpes où ils sont seuls au monde, ils mettent 5 minutes à tout le monde, et derrière c'est Robic qui est 3e à chaque fois. Et ils sont rivaux, mais en même temps, ils sont dans la même équipe. On court en équipe nationale à l'époque. Et il y a une passation de relais. Enfin, il y a un truc il y a une dramaturgie, il y a un truc qui est beau, quoi, qui est très romantique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que Coppi et Bartali, c'est quand même
c'est peut-être ce qu'on a fait de mieux sur un vélo, quoi. Ok, d'accord. Ok, Mais par ok. exemple, là, tu nous as cité, bon, tu as fait tes choix. Dans la période, on va dire, moderne, par exemple, est-ce qu'il y a un champion ou une légende, là, on part sur, par exemple, les 15 ou 20 dernières années qui t'a marqué? Si tu devais donner un seul choix, en fait. Bah, du coup, je vais pas revenir sur Nibali parce que je l'ai mis dans mon Oui, top 5. Mais hormis Nibali, c'est un peu difficile parce qu'il y a toutes les années Armstrong qui sont, voilà, qui sont un peu compliquées. Andy Schleck, moi j'aime beaucoup Andy Schleck, mais il gagne sur tapis vert, donc c'est un peu chaud. C'est un peu chaud Puis aussi. c'était pas les plus spectaculaires de tour avec Schleck non plus, Exactement, c'est pas les finalement. plus spectaculaires. Les gars de la Sky, bon bah voilà. Et puis le Tour de l'année dernière, il est fabuleux, il est extraordinaire, mais il est super atypique aussi. Et puis c'est franchouillard ce que je vais dire, mais le vainqueur moral c'est Pinot quand même. Mais Bernal, le Tour de l'année dernière était très très beau. Enfin c'était assez sublime à suivre aussi. tu penses que si Pinot n'aurait pas eu, bon, encore une fois, serait retombé dans sa fragilité, etc., n'aurait pas abandonné, tu penses que dans les Alpes, il aurait fait jeu égal ou même voire battu Bernal? Après voilà, on réécrit pas l'histoire, mais dans les Pyrénées c'est le meilleur. Ouais. Ouais, après voilà, c'est difficile à dire parce que les Alpes sont pas les Pyrénées, c'est pas les mêmes pentes, c'est pas les mêmes cols, c'est pas les mêmes enchaînements. Mais il avait l'air d'être dans la condition de sa vie et sans doute que c'était sur le papier le plus fort, ouais. Après, il était blessé, il a abandonné, ça fait partie du sport et le vainqueur c'est Bernal et c'est pas un vainqueur au rabais, Ouais. surtout pas. Mais ouais, mais j'ai la faiblesse de me dire que Pinot aurait pu gagner l'année dernière, évidemment, ouais. Et ça aurait été sublime. Eh oui. Alors, on rappelle quand même à nos auditrices, auditeurs, que depuis Bernard Hinault, aucun Français n'a remporté le tour, hein. 85. Ouais, 85, ouais, c'est ça date un peu quand même, 35 ans. C'est un peu comme à Roland Garros, depuis Yannick Noah, on n'a rien, quoi, hein. C'est un peu. Ouais, c'est ça. Puis bon, c'est pas cette année apparemment que ça semble bien parti pour, hein. Et du coup, ça, C'est ouais, pas, hein, ça se trouve, cette année, si ça a lieu, qui te dit que ce sera pas le tour le plus ouvert de l'histoire, hein. Bah, Non, moi, ASO, j'ai. Je sais pas, Moi, ce qui me par exemple, un Godu en grande forme. contre la moi, montre à la planche des belles filles et tout, ASO avait tout fait pour Thibaut Pinot, hein. non, moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, avec l'organisation du calendrier, tous les mecs qui se disaient: «Ah bah, on va viser la Volta et le Giro», ils se disent: «Ah bah non, Volta et Giro, Volta et Giro, c'est impossible. On va tout mettre sur le Tour de France». Puis tu vas te retrouver avec tout le monde sur le Tour de France et au final, Valverde va gagner. les Français, ils vont avoir du mal à exister, quoi. Moi, c'est ça qui me fait peur. Au contraire, je pense que s'il y a tous les grands leaders, ça peut être un des plus beaux tours qu'on ait jamais vu. Ah Il oui, faut après, pas, ça il peut faut, être il faut, très il faut beau. voir que s'il y a tous les leaders, ils vont tous se marquer entre eux et que peut avoir des opportunités pour n'importe qui. Je Ouais. pense que ça peut être le tour. Mais après, le tour 2020, c'est comme le tour 2019. On dira oui, mais il y a une étape qui a été raccourcie en cours de route. Là, on dira oui, mais c'est le tour de l'année du coronavirus. Mais Mais après, effectivement, on se dira ça et on pourra se le dire. Il n'empêche, le mec qui sortira vainqueur de ce tour, s'il a lieu, et j'espère qu'il aura lieu, et ben ce sera le meilleur de ce tour-là Point barre. et point barre, exactement. Il y a pas à discuter. Quand bien même l'année dernière, tu vois, les étapes alpestres, elles sont évidemment réduites à leur portion congrue. Et quand bien même Pinot se blesse, bah, c'est Bernal le vainqueur, c'est lui le meilleur. Et puis voilà quoi, et il mérite sa victoire. Le mec qui gagne, de toute façon, sauf s'il triche évidemment, mais c'est un autre problème. Le mec qui gagne, jamais il vole sa victoire. Ça n'existe pas un mec qui vole sa victoire et qui a de la chance. Oui, parce qu'au rythme où ça allait, il mettait 4 minutes à tout le monde à Tignes, hein, donc Ouais, exactement. Il était voilà. parti pour faire un truc. Effectivement, il était parti ce jour-là pour faire un truc monstrueux. Donc ouais, clairement. Voilà. Mais ce tour, il peut être super indécis parce que les préparations elles sont tronquées, parce que personne ne peut se jauger, se juger par rapport à la concurrence puisqu'il y a très peu de jours de course. Je crois que je lisais des trucs, je crois qu'il y a des mecs comme Dumoulin qui ont pas couru depuis. Kreuzweig, Exactement. Et il y en a un troisième du coup de la même équipe. Roglic. Oui, c'est ça, Roglic, exactement. mais il me semble Ils qu'il a ont couru, je ne sais non, Roglic n'avait pas couru depuis le Non, début il de n'avait l'année. pas couru, non. non. exactement. Je crois qu'ils ont 0 jour de course
dans les jambes. Donc tu arrives, bah ouais, tu es en forme très bien, et puis peut-être que tu n'es pas en forme. Mais du coup, ça peut être super intéressant, du coup. Non, Ça peut être puis vraiment bien. et toi justement, sur un plan, plus général, en excluant tout le contexte actuel, ce parcours, t'en penses quoi? Il est sur le papier, ce parcours, il est topissime. Moi, j'aime bien déjà l'idée. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, hein, mais moi, j'aime bien l'idée d'un tour qui démarre de Nice. C'est pas tant qu'il démarre de Nice, ça, je m'en fous, mais qui arrive assez vite dans la montagne, en fait. Ça, je trouve ça plutôt top, parce que ça veut dire que d'emblée, les leaders doivent se découvrir, et que d'emblée, tu as un mec qui va prendre l'ascendant sur les autres et dont l'équipe va devoir travailler très très tôt, soit pour garder le maillot jaune, soit pour le filer à quelqu'un très rapidement, justement pour pas avoir travaillé. Bref, dans la tactique de course qui se met en place, je trouve ça super intéressant, plutôt un tour, où pendant une semaine, c'est les sprinters qui se démerdent, et tu laisses les équipes de sprinters gérer la course, et toi, leader, tu restes au chaud dans le peloton. Là, ça oblige tout le monde un peu à se découvrir, et au-delà de ça, tu as très peu de contre-la-montre, tu as des étapes de montagne qui sont assez belles. C'est un tour pour grimpeurs, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, quoi. Et le col de la Loze, qui est, selon Monsieur Prudhomme, les nouveaux profils prototypes col nouvelle génération. Je sais pas si Et ça, pour le coup, ça, c'est les trucs que je suis curieux de voir, parce que là, il y a un truc où les organisateurs du Giro, ils ont ce talent-là. Tous les ans, ils nous découvrent un col monstrueux. Alors parfois, c'est un peu hardcore, où C'est il y a plus de trop. goudron, et oui, c'est parfois trop. Mais c'est super spectaculaire. Et le Tour de France a longtemps été un peu plus en retrait de tout ça, pour trouver des arrivées un peu nouvelles, un peu spectaculaires. Et là, du coup, je suis curieux de voir ça aussi, parce que il faut sortir effectivement des cols. Tout à l'heure, je vous parlais du Tour 1910 avec Obisque, tout ça. Voilà, faut ouais. arrêter les cols les premières catégories de 15 km à 6 tout Voilà, régulier, quoi. exactement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il faut inventer d'autres choses, proposer d'autres choses. Après, c'est les coureurs qui font la course, hein, mais il faut leur donner à manger autre chose, ouais, des trucs Et vachement plus Bon, compliqués, après, quoi. faut pas Différents. non plus, tomber dans un grand tour à la Vuelta Ouais, c'est avec ce qu'on avait dit, des arrivées, pour on avait débriefé, ouais, ah on ouais. avait dit que ça ressemblait ouais, beaucoup à la Volta, quoi. ouais, Et après, c'est ça, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas du cirque non plus, quoi. Il faut pas pousser les mecs à crever sur les pentes, parce qu'on leur demande des efforts qui sont pas possibles. Évidemment, il faut rester un truc un peu humain quand même. Enfin, dire, même humain. faut pas faire des arrivées sur des côtes à 3 km 12 tous les jours, quoi. Voilà. Non, mais exactement, quand même. Et la planche des belles filles, on a l'impression que c'est un peu le nouveau jouet, tu sais, d'ASO. C'est la 6e fois qu'ils le mettent en même pas 10 ans, la planche. C'est assez récent, c'est vrai, ils l'ont découverte assez récemment. La Oui, c'est 5e, ça, ouais. c'est dans les années 2010. Ouais. Ouais, Depuis la mais, première mais année. cela dit, à chaque fois, ça donne Non, je des arrivées qui sont ouais. plutôt belles, hein, mais c'est bien, la Oui, nouveauté, c'est plutôt top. Ouais, ouais. C'est bien, non, mais c'est bien, comme ça fait un peu une ascension iconique pour, chaque massif. Dans les Alpes, on a l'Alpe d'Huez, les Pyrénées, le Tourmalet. Dans le Massif central, on a le Puy-Marie qu'on va passer cette année, il me semble aussi, C'est ça. si je dis Mhm. pas de bêtises. Et puis dans le Jura, le Grand Colombier qui est aussi plutôt récent. Non, non, le parcours du Tour, il est assez excitant. Il est même très, très excitant. Et toi, ça te gêne pas entre guillemets, le manque de vrai contre-la-montre? Entre guillemets. Là, pour le coup, je vais pas me faire que des copains, c'est pas ça, mais Non, pour le ouais. coup, les contre-la-montre, moi, je suis pas super fan. Ça fait partie de l'histoire du cyclisme, ça fait partie des trucs, mais c'est pas un truc qui m'excite en tant que spectateur. J'aime bien quand c'est du contre-la-montre de montagne, parce que là, pour le coup, il se passe de nouveau des choses. Mais voilà, là, ce que je dis, c'est très attaquable, parce que c'est quand même beau de voir un rouleur qui est dans la pleine possession de ses moyens, dans un aérodynamisme parfait, et qui roule à 55 à l'heure. C'est une vraie technicité, c'est un vrai professionnalisme, c'est un vrai truc important que tout le monde n'a pas. Mais moi, ça me fait pas spécialement kiffer, mais c'est un truc perso, hein. J'entends bien qu'on puisse penser autrement, hein. Ouais, mais après, le problème, c'est que j'ai un peu la peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chrono Escalada qui avait eu lieu sur le Giro, où c'était deux Russes de la Folifora. Gazprom qui avaient fait 1 et
Alexander Foliforov. En fait, c'est un peu le problème avec les chrono escalada, c'est que des fois, il y en a, ils débarquent, ils font ça, et en fait, on sait pas d'où ils viennent. Et parce que soit les leaders en chrono sont pas forcément bons en montagne, du coup, ils visent pas la carte. Les leaders en montagne préfèrent s'économiser pour les autres étapes. Et ce qui fait que des fois, on a des mecs qui sortent de nulle part et qui tapent des chronos comme ça, en plus en mettant pas mal d'avance aux autres. Hein. Foliforov, Ouais. il gagne avec quasiment 30 secondes d'avance sur le deuxième, il me semble, sur le Giro. Mais là, tu vois, là, ce que tu dis, ça me fait penser, enfin, c'est un petit aparté, mais moi, quand je dis que les contre-la-montre, ça m'excite pas, c'est parce que je suis de l'école Indurain, où ils foutaient 3 minutes avant le premier col de montagne à tout le monde, et en fait, la course était tuée dès ce moment-là, et derrière, tu dis, bon, bah, ok, là, on va faire 15 jours pour voir qui va finir deuxième derrière Indurain. Ça n'enlève rien à la performance d'Indurain, mais du coup, voilà, c'est pour ça que moi, mon avis sur les contre-la-montre, ils sont abîmés par ça parce que j'ai trop souffert entre guillemets de cette période-là où tu es tout suspense. Mais je suis sûr que, par exemple, tu parlais de Indurain, mais le ratio victoire contre la montre, victoire montagne, c'est au moins du 80% contre la montre pour Indurain dans les années 90, non? Indurain, c'est terrible, c'est que les 5 Tours de France qu'il gagne, il ne gagne pas une seule étape en ligne. C'est incroyable. Incroyable. Il en gagne une avant, en 90, je crois, à Cauterets. Je mets ça sous. Il faut pas m'en vouloir encore une fois si je me gourre. Mais il gagne une étape quand il est encore équipier de Delgado. Mais les 5 tours qu'il gagne, il gagne pas une étape en ligne. Il gagne que des que des chronos. Mais voilà, ça n'enlève rien encore une fois, ni à son talent, ni à sa domination, hein, surtout pas. Il aurait pu en gagner. C'était quand même très joli. Hein. Je revois les images de Delgado. C'est vrai que les maillots vieille époque avec les casquettes, ça avait. C'était cette époque des années 90, mais il y avait quand même des belles images, des belles graphies. Oui, évidemment. Après, évidemment, c'est plus possible parce que le casque est quand même super utile pour la sécurité, mais évidemment, on voit moins les tronches des gars, mais bon, il faut pas transiger. Ouais, je suis totalement d'accord. Ok, si Rudy, éventuellement, t'as peu participé, mais si t'as des questions un peu plus générales, poser à Jean-No. Peut-être. On n'a pas assez parlé de Anctil Poulidor, peut-être. Ah, exact. Ouais, surtout, en plus, oui, Poulidor, le pauvre a disparu il y a pas longtemps, mais c'est pareil, ça fait partie. Tiens, dans le top 5 que je vous ai donné, j'aurais pu mettre le Tour 64 en petit Poulidor où ils sont tous les deux à se tirer la bourre. Ça fait partie de la. Ça fait partie. Patrimoine. Exactement. Et puis. Et en fait, moi, ce que j'aime bien aussi dans tout ça, quand tu parles en petit Poulidor, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a rarement un mec qui est grand tout seul, en fait. Il est grand parce que ses adversaires sont grands. C'est la palissade, ce que je dis. Hein, mais ça fait du bien aussi de le souligner, en fait. C'est qu'un mec tout seul, son palmarès et la beauté de ce qu'il fait, de l'exploit qu'il fait, ça vaut quand tu regardes qui est deuxième aussi. Et le sport, il est rempli de ces duels-là qui sont des duels d'anthologie et qui font que les mecs ils sont liés à jamais. Un petit Poulidor, Coppi, Bartali, Hino Fignon, Lemon Hino, Lemon Fignon. Ulrich Armstrong, non, je plaisante. Cela dit, où le pauvre Ulrich il finit je sais pas combien de fois deuxième derrière Armstrong, mais voilà, du coup voilà, ça partit de tout ça, mais en petit Poulidor, le Puy-de-Dôme et l'étape du Puy-de-Dôme, c'est pareil, ça reste un truc de légende qui reste dans les mémoires, même si évidemment encore une fois aucun d'entre nous n'était là pour le voir, et c'est ça qui est beau, quoi, de se dire que ça reste. Surtout que Poulidor, on a un peu cette image, je dirais pas de loser parce que c'est surtout pas un loser, c'est un grand champion Poulidor. Et on a un peu cette image, tu sais, de dauphin éternel, deuxième place, troisième place, deuxième place. Mais il a quand même un sacré palmarès. Hein. Ah bah oui, carrément. Oui. Hein. Il gagne la Vuelta, il gagne Milan-San Remo, il gagne plus de courses qu'il n'en perd. Enfin, si, du coup, dans le lot, mais il gagne beaucoup de courses. Mais ouais, sur le Tour, mais ça participe aussi de sa légende, pas de maillot jaune, quand tu regardes le truc, tu te dis c'est juste pas possible, et pourtant si, pas de maillot jaune, mais en même temps c'est aussi la preuve que tu peux ne pas avoir gagné le Tour, alors une tripotée de podium, hein, quand même, 8, pas de maillot jaune, et quand même être
être parmi les plus grands à jamais. Donc c'est aussi ça qui est beau dans ce sport, c'est que gagner c'est bien, mais le panache, les exploits, et même le côté loser magnifique. Alors après ça c'est peut-être très français, mais voilà. Est-ce que tu penses que dans la culture populaire en France, on préfère ce que tu dis, les losers magnifiques, ceux qui ont du panache, aux grosses machines? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, et je pense qu'on préfère les losers magnifiques plutôt que le mec qui va tout dominer, tout contrôler, et qui va être une machine de guerre taillée pour gagner et qui va gagner parce qu'il aura décidé qu'il va attaquer quand il. Enfin voilà, les trucs millimétrés où il y a pas un grain de sable dans la machine. C'est plus difficile de s'exciter. C'est toujours plus cool de s'exciter avec un mec qui s'en va à 80 km de l'arrivée en disant mais qu'est-ce que tu fous, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, et en même temps on a envie de voir ça et on a envie qu'ils tiennent quoi. Ça fait plus rêver quand même le panache quoi, mais voilà, il faut trouver l'équilibre entre le panache et voilà. Contrairement à la mentalité américaine avec Armstrong qui était absolument adulé aux États-Unis. Anglo-saxonne même avec la Sky, et du coup on a l'impression que ouais, mais il y avait quand même une. Ouais, mais je trouve qu'il y a une plus grande haine envers Froome que Louis Armstrong à son époque. Oui, non mais en fait, puis même Armstrong, il était beaucoup plus popularisé entre guillemets aux États-Unis que Froome aujourd'hui. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur la question d'Armstrong, sur la question de l'esprit américain. Parce que tu regardes par exemple Floyd Landis, c'est quand même des attaques au panache sur le Tour 2006 où on n'est pas du tout dans l'esprit machine à rouler, etc. Non, mais on est dans les attaques loin. Par rapport à l'opinion. Après Landis, c'est encore autre chose parce que Landis, il a fait sa petite attaque à Morzine et puis après il s'est fait tout de suite rattrapé par la patrouille. Donc bon, c'est encore un autre cas. Mais Armstrong, aux États-Unis, il était adulé. Mais Armstrong, c'est ça, c'était un immense calculateur, mais parce qu'il était là pour gagner, en fait, il n'était pas là pour amuser la galerie. Et même d'une certaine façon, si on regarde Froome, il ne s'agit pas de les comparer, mais Froome, il devient humain, j'allais dire, quand il fait n'importe quoi dans le Ventoux, quand il tombe et qu'il se met à courir sans son vélo. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec, en fait qu'est-ce qu'il prend? Et en fait, là, je pense quand on voit ça, on est tous comme des oufs à regarder ça parce qu'il se passe enfin quelque chose d'une certaine façon. La machine, il y a un grain de sable dans la machine, et c'est dans ces moments-là en fait où moi j'aime bien voir les mecs qui pètent les plombs et qui font un peu n'importe quoi en fait. Il s'agit pas de courir en dépit du bon sens, évidemment, il faut avoir une stratégie, mais les mecs qui se disent bon bah ok, j'ai perdu le tour, perdu pour perdu, deuxième ça m'intéresse pas, c'est premier ou rien, j'attaque et puis si ça passe tant mieux, et sinon je finis à 20 minutes dans le groupe Eto. Contador 2017 quoi. Sur la Volta par exemple, Contador en fin de carrière. Contador en fin de carrière, il avait pris rendez-vous, il a honoré quoi. Voilà. Puis non, et puis même pour revenir sur Froome, tu peux faire par exemple le parallèle avec l'Uzardiden 2003. Armstrong il bronche pas, il se relève, il reprend son vélo et il repart. Ouais. Il bat le maillot, Exactement. Et voilà, et c'est toujours, c'est des machines et c'est très bien. Il en faut. Encore une fois, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Mais c'est quand même, d'un point de vue pour le spectateur, pour le spectacle, c'est quand même plus fun de voir un mec qui attaque, qui essaye, qui tente le truc. Il faut le pouvoir après, hein, il faut évidemment. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère les gens un peu comme ça, moi, un peu foutraque, on va dire. Je pense comme tout le monde d'ailleurs, hein. C'est ce qui a fait la popularité d'un Virenque, peut-être la popularité d'un Virenque sur un Jalabert, peut-être. Jalabert peut-être triste, mais on peut dire aussi Pinot, peut-être. C'était trop tôt pour le dire, on peut dire ça. Ouais.
Et Jalabert, en fin de carrière, c'est ce qu'il fait du coup quand il a abandonné l'idée de faire quelque chose au classement général et qui joue le maillot à poids et qui se lance dans des échappées dont il sait qu'elles vont être perdues d'avance, mais en même temps, ça fout la panique partout dans le peloton en disant mais qu'est-ce qu'il fout, bordel, qu'est-ce qu'il fout quoi. Ce mec est taré. Et en même temps, tu peux pas le laisser partir parce que c'est Jalabert, mais en même temps, tu dis mais il va pas tenir. Mais en même temps, tu dis merde, s'il tient, comment je fais? Et du coup, il y a un moment de panique et de flottement général. Et, euh, et ces moments-là, ils sont assez magiques, il faut quand même avouer. On a souvent oublié que Jalabert a été numéro 1 mondial, non? Et puis, pas qu'un peu, hein, du coup, 3 saisons Ouais. de suite, C'est je crois. Non, incroyable. non, bien sûr. C'était Bah, le mec qui était là, du début de saison à la fin de saison, évidemment. ouais, Sur le Jalabert, tour. c'est le dernier grand coureur français Ouais. depuis Alaphilippe. C'est ça, à la Philippe, d'une certaine façon, toute proportion gardée, évidemment, mais c'est un peu ça aussi. C'est le mec qui est capable d'être là du mois de février au mois de novembre, quoi, et de gagner un peu partout. Bon, cette année, c'était un peu plus compliqué le début de saison, mais ouais, il y a un peu de ça. Et la saison cycliste, elle se résume pas au Tour de France, hein, effectivement. Il faut quand même, voilà, faut avoir ça aussi en tête. Mais justement aussi, moi, ce que je trouve bien, peut-être ce qu'on avait un peu perdu au début des années 2000 et début 2010, c'est que maintenant on retrouve des mecs qui sont capables de gagner partout. On regarde par exemple un Gilbert qui a réussi à gagner 4 monuments sur 5 et pas les plus ressemblants en termes de profil du Lombardie à Paris-Roubaix ou par exemple même plus récemment, même s'il a pas encore, vraiment montré toute l'étendue de son potentiel, un Van der Poel. Justement, c'est bien parce que bon, à une époque, du Paris-Roubaix au Tour de France, c'était pas les mêmes équipes, quoi. Il y avait juste les maillots qui restaient. Ouais, oui, oui, oui. Et pour le coup, c'est pareil, ça c'est une époque qui est un peu révolue, mais à l'époque de Lemon, par exemple, quand il revient, 89 c'est un peu particulier, il fait le Giro juste avant où il est un peu anonyme, mais il revient, il se met dans l'enjambe en 90 et 91 après, euh, il, il, il fait que le Tour de France en fait. Sa saison, c'est le Tour de France. Il est là pour gagner le Tour et on voit quasiment pas avant. On est sorti un peu de ce schéma-là pour retrouver des gens qui veulent être présents sur toute la saison et c'est plutôt appréciable effectivement. Et ça vient aussi du fait que le Giro a fait vachement de progrès. Enfin, le Giro c'est un grand et vrai concurrent du Tour. La Vuelta c'est encore autre chose, c'est aussi une belle course. Enfin, il y a pas que avant il y avait le Giro, il y avait le Tour de France et très loin derrière le reste. Là, c'est un peu plus équilibré, donc du coup, ça permet aussi de panacher davantage dans la saison. Je pense. Certains pensent même que le Giro sportivement est plus difficile que le Tour. Ces dernières années, il était sinon plus difficile sportivement, mais en tout cas limite plus intéressant à suivre. Hein. Ouais. Faut avouer. Hein. Ah bah 2018, faut pas chercher bien loin. Pareil, exactement. Ah. Avec l'étape assez folle de Bardonnay qu'il y a avec Froome qui attaque dans le Finestré. Exactement, ça, c'est une étape de légende. Ça. Ouais. Jean-Noël, tu parlais un peu des courses tout au long de l'année. On a parlé un peu des 3 grands tours. Par rapport aux monuments, es-tu pour ou contre le fait que les Strade Bianche pourraient être un 6e monument à moyen ou long terme par Lucie? Je suis pour à mort. J'adore cette course. Elle est assez magnifique à suivre dans les chemins de ville, dans la poussière. Ouais, c'est vraiment une très belle course que moi j'attends tous les ans avec impatience. Ouais. Donc ouais. N'est-elle pas trop jeune en fait? Oui, ouais, la question elle se pose, hein, le débat il peut être ouvert effectivement. Après il faut regarder, encore une fois c'est toujours les coureurs qui font les courses. Il faut regarder le palmarès. Et les coureurs ils viennent au Stradé quoi. Ils ont envie d'y briller. Donc eux ils ont choisi en fait. Pour eux c'est une grande course et ils veulent y briller. Donc la réponse c'est eux qui la donnent en fait. Après les instances internationales elles le mettent dans la liste ou pas dans la liste, mais le mec qui gagne l'Estradé, je pense que voilà, il gagne pas une étape du Tour du Morbihan. Je suis désolé pour le Tour du Morbihan, hein, mais voilà, c'est déjà une immense course dans un palmarès. Loïc, Woody, si vous avez question. Non, globalement non.
Je dirais, pour rebondir à ce que tu avais dit tout à l'heure sur le fait qu'on on identifiait aussi les grands vainqueurs par les grands adversaires. Pour Mmh. moi, par exemple, pourquoi on a oublié un peu les coureurs de la période post-Armstrong entre 2006 à 2010, juste avant la période entre Armstrong et le duel contre Tador-Schleck, c'est parce que il n'y avait pas de coureurs vraiment excellents, beaucoup de coureurs moyens. Beaucoup de coureurs très bons, mais pas de coureurs excellents. Et par exemple, tout fan de cyclisme connaît Luis Ocaña, alors que fondamentalement, Luis Ocaña n'a gagné qu'un seul tour. Mais il a gagné un tour face à Merckx et il a fait des performances contre. C'était légende face à légende, et c'est pour ça que selon moi, on retiendra moins Froome. Et globalement, la période de la Ineos en général, déjà par exemple, Bradley Wiggins commence beaucoup à être oublié. Oui. Ouais. Oui. Wiggins, des fois en fait, on oublie que Wiggins a gagné le tour. Il a gagné un tour quand même. Parce qu'il y a plus. C'est plus un duel équitable, si tu veux. Et quand Wiggins gagne le tour, Froome, qui est son équipier de luxe, est plus fort que lui. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que tu parlais de Coppi et Bartali. Même si c'était dans la même équipe, ils s'affrontaient quand même. Et surtout, on avait des gens qui venaient pour s'affronter et à armes égales. Et maintenant, avec les équipes, on peut critiquer un peu Bardet sur le fait que, certes, depuis 2-3 ans, il fait plus autant de bons résultats alors qu'il a montré tant de potentiel. Mais est-ce que c'est pas aussi son équipe qui stagne? Là, c'est une autre question. Mais vas-y. Oui, non, pardon, oui, excuse-moi. Oui, là, tu as raison, parce que quand tu regardes l'armada des Ineos, ils ont la capacité de recruter à peu près tout ce qui se fait de mieux au monde. Donc forcément, pour les autres, c'est assez compliqué, ouais. Et bien sûr, tu cours pas à armes égales quand tu as 8 Ineos contre 8 AG2R, aussi fortes et aussi préparées, et homogènes, soit l'équipe AG2R de Bardet, évidemment. Après, il faut faire avec ça. Hein. Pour le coup, là, c'est une logique économique qui l'emporte. Les mecs, ils vont. Quand Carapaz il rejoint Ineos, globalement, je suis pas sûr qu'il retrouve une place de leader de sitôt. Il y va pour le pognon, mais en même temps, il faut bien qu'il gagne sa vie. Enfin, on peut pas le blâmer. Comme Katowski, qui était un super coureur, il a privilégié un rôle d'équipier, alors que c'est un type qui aurait pu gagner plein de courses, tu vois. Exactement. Et après, voilà, on peut se dire comme ça et le regretter, mais après, voilà, il y a une réalité. Voilà, ces mecs-là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils fassent nourrir leur famille. J'imagine que c'est simple pour personne, et ils ont l'occasion de faire fortune, entre guillemets. Hein, c'est pas des joueurs de foot. Ça doit être difficile de résister à tout ça, et ça les empêche pas de faire des carrières quand même qui sont très, très honorables, mais qui auraient pu être plus belles s'ils avaient été leaders absolus dans une équipe tourner autour d'eux. Ouais, c'est clair. Ça crée des différences, bien sûr. Rudy, est-ce que tu as une question libre antenne? Quand tu veux écrire un second livre, voilà, je sais pas. Alors, du coup, normalement, enfin c'est pas normalement, mais si, parce que du coup c'est sujet à ce qui va se passer avec le Tour 2020, s'il a lieu ou pas. Mais logiquement, il y a une réédition, et du coup une mise à jour. Hein. Le bouquin Les grands vainqueurs du Tour, il est sorti pour Noël 2018, donc depuis il y a eu l'édition 2019. Il va y avoir l'édition 2020, j'espère, et normalement, du coup, si tout va bien, il y a le bouquin ressort avec les 2 éditions complétées de 2019 et 2020 pour Noël 2020. Donc je croise les doigts, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de Tour 2020, il y aura sans doute pas de bouquin. Mais normalement, sous le sapin 2020, il y aura les grands vainqueurs du Tour 2, j'espère. Et sinon, je suis sur un autre projet aussi, par ailleurs, toujours sur le Tour de France, mais du coup, qui viendra un poil plus tard, et où là, je parlerai plutôt pas que des vainqueurs, mais des grandes étapes de légende, des grands coureurs d'une manière générale, ce qui permet de sortir des seuls vainqueurs du classement général pour raconter d'autres choses. Mais voilà, ça c'est juste un projet pour les années à venir. Moi, j'avais encore plusieurs questions, je vais me permettre. Moi, justement, on parlait des Strade Bianche et du grand succès que cette course rencontre. Qu'est-ce que tu penses que
du fait que certaines courses essaient de limiter, je pense notamment à Paris Tour depuis 2 éditions, qui empruntent, les chemins de Vigne. Qu'est-ce que tu Mmh. en penses? Alors, du coup, là, je vais avoir 2 réponses. Je vais avoir celle du téléspectateur. Moi, je trouve ça très bien, je trouve ça spectaculaire. Voilà. Et après, quand je regarde ce que disent les pros et ce que disent ceux qui sont dedans, voilà, moi, je vois ça de l'extérieur. L'extérieur, je trouve que ça fait des belles images et une belle course et que c'est plutôt joli. Et quand on lit les mecs de l'intérieur du peloton, ils ont plutôt tous l'air d'être assez unanimes en disant que c'est plutôt les jeux du cirque plutôt que Paris Tour. Ils n'ont pas l'air ultra fans, eux. Donc du coup, j'ai plutôt envie de me mettre dans leur camp. C'est eux qui savent, c'est eux qui sont sur le vélo, et de me dire que si eux ils trouvent que c'est un peu too much, Enfin, je les rejoins, même si c'est spectaculaire sur le papier, enfin enfin, à la télé. personnellement, on voit Paris Tour. Enfin, là, on voit par exemple le Trot-Bourléon, ça a une identité par rapport à la course des chemins. Mais Paris Tour, ça n'a pas du tout une identité de chemin de ville. C'est une course à part qui est décidée d'être modelée pour Daiso pour faire un Strade Bianchi en France, quoi. C'est comme si demain, Milan-San Remo, il y a des Et, chemins de vigne. Non. et là, effectivement, là, tu as raison, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, et encore une fois, quand on lit les trucs, c'est ce qui a l'air de, ce vers quoi on a l'air de pencher, c'est qu'effectivement, on abîme le monument. Paris Tour, c'est pas ça, effectivement. Le Troblo, c'est ça, l'Estrade, c'est ça, mais Paris Tour, c'est pas ça. Après, enfin, il n'y a pas d'après d'ailleurs, parce que le débat est ouvert. Paris Tour, c'est quand même ultra chiant à regarder dans sa version originelle et telle que c'était devenu. Hein. C'était pas follement passionnant, donc je me mets à la place de l'organisateur, se dire ma course elle est en train de crever, elle intéresse plus grand monde, il faut que je réessaye de la réinventer. Peut-être qu'ils sont allés trop loin et je suis pas loin de le penser, mais après voilà, est-ce qu'il faut aussi laisser mourir une course ou est-ce qu'il faut la laisser vivre? Là on peut tenir 2 heures là-dessus, hein. Ouais, enfin, je vais poser ma 2e question, plus en rapport avec le contexte actuel. On te laisse les rênes de l'UCI, on te laisse tout le choix du calendrier et tout. Pour toi, quel est le comment tu recaserais, du moins reformulerais le calendrier? Si Ah, bien sûr tu as une idée. ouais, c'est question compliquée. C'est question compliquée. Est-ce que en fait, l'ordonnancement des 3 grands tours, il est assez récent en fait, que la Vuelta, pardon, soit basculée en septembre, enfin août-septembre. Oui. C'est assez récent. Et au final, ça a permis de rééquilibrer les choses et lui donner une vraie légitimité qu'elle avait pu vraiment coincer entre les 2 autres grands tours. L'équipe du calendrier me semble pas si dégueulasse que ça. On finit par le Lombardie, c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours les tours, pour le coup, vraiment. Mais pareil, on est dans un système économique, mais tous les tours de début d'année dans les Émirats qui font un peu chier tout le monde, hein, et j'imagine les coureurs aussi. Mais c'est là qu'est le pognon, donc en même temps, c'est con d'aller cracher ça. Mais voilà, tous ces tours-là, ça fait quand même rêver pas grand monde. Hein. Enfin, je sais Oui, pas vous, mais mais en fait, je crois qu'il faut que je rectifie ma question. Je parlais par rapport à cette année, justement, avec tous les reports. ouais. Comment toi tu placerais ça? Bah là, Je du coup, ouais, c'est un beau bordel. Là, du coup, on va vers le Giro qui est en octobre, enfin, qui a l'air de vouloir être en octobre. La Oui, Vuelta qui a l'air de pas vouloir bouger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas comment tu fais pour caler toutes les courses qui ont été annulées ou déportées. C'est juste on pas se possible. ouais, non, on se je sais qu'ils ont donné la priorité aux monuments et aux grands tours. C'est ça, globalement, Voilà. exactement. Mais ça veut dire que septembre, octobre, voilà, on va se manger des courses monumentales. Mais à d'autres périodes de l'année, enfin, ouais, là, je pense que c'est assez insoluble parce qu'il faut que tu cales tout ça entre juillet, août, septembre, octobre. C'est chaud, hein. Et Je sais qui pas si dit en prenant le faire pari qu'en juillet, l'épidémie sera terminée. plus Oui. en prenant ce pari-là qu'effectivement on soit sorti du truc d'ici cet été. Ouais, là le problème il est assez insoluble. Je pense que je sais pas s'il y a de bonne manière de faire. Ouais, là je pense il faut pas faire les difficiles là pour cette année. Euh, Essayer de sauver ce qui peut l'être, les recaler parce que c'est important, mais forcément on va laisser des plumes sur le terrain quoi. Le Giro en octobre, mais
ça peut être intéressant, mais c'est autre chose, quoi. Oui, C'est voilà. un autre trip. Alors après, de ce que j'ai vu, qui est sorti de la Gazzetta dello Sport hier, ce vers quoi on semble se diriger, ce serait apparemment Milan-San Remo en début de saison, entre guillemets, suivi du Tour de France fin juillet, début août, puis la Vuelta qui serait raccourcie à 2 semaines, et, J'ai vu ça. oui, et enfin un Giro qui se déroulerait en octobre. Moi, personnellement, j'y crois pas, parce que je vois pas la Vuelta dire ok, on passe à 2 semaines, mais bon, à voir. Ouais, du coup, après, Tour de France et Vuelta, c'est ASO, donc globalement, ils peuvent bidouiller. C'est vrai aussi. Mais effectivement, une Vuelta réduite à 2 semaines, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. Après, entre la Vuelta et entre le Tour de France tel qu'il est théoriquement prévu et la Vuelta, t'as un petit jeu, tu peux décaler le tour de 2 semaines sans que ce soit ultra problématique. Après, enchaîner Tour Vuelta, ça deviendra encore plus compliqué. Mais tu peux décaler un peu le tour. Tu peux un peu décaler le tour d'une semaine ou deux, comme il démarrait d'une semaine plus tôt que d'habitude. T'as un petit jeu de battement pour le recaler. Pour le recaler juste avant la Vuelta sans trop la bouger, mais voilà, aucun coureur va faire le doublé Tour de France Vuelta, quoi. Enfin, humainement, c'est pas possible. Oui. Je sais pas si les autres ont d'autres questions, peut-être. Oui, peut-être une question un peu plus personnelle à Jean-Noël, pardon. Mais Jean-Noël, c'est bien. Tu te définis actuellement, tu es journaliste spécialisé en économie. Ouais, c'est ça. C'est une question, je dirais. Pourquoi, par exemple, tu as été chroniqueur sportif pour Le Parisien, tu as été pigiste, tu as travaillé dans le monde un petit peu du sport, tu as des activités dans les médias, sur Internet, etc. Est-ce que ton choix d'être dans l'économie, c'est une passion un peu par défaut? Pourquoi n'as pas tu essayé de pérenniser peut-être dans le milieu du journalisme sportif? Ah, c'est une bonne question. Quand j'étais étudiant en école de journalisme, il y a longtemps, du coup, il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à un concours jeune journaliste sur le sport. Et je voulais faire ça, moi, évidemment, quand je fais mon école de journalisme, mon idée, c'est de bosser dans le sport. Et il y a un concours jeune journaliste qui est fait à l'époque, c'était sur le Tour de Picardie. Je crois qu'à l'époque, il est gagné par Tom Boonen, qui est tout jeune. Et on fait un reportage, on est une dizaine de journalistes étudiants qui faisons un reportage. Et en fait, j'ai fait un reportage de merde, globalement. Et parce que c'est vachement compliqué de concilier sa passion et son métier, en fait. C'est un équilibre qui est assez difficile. Moi, j'aime bien écrire sur le sport en tant qu'auteur, pour le coup. J'aime bien regarder les courses cyclistes, mais les regarder en spectateur, en fait, sans avoir à analyser le truc en me disant que derrière, il faut que j'écrive un papier, il faut que je commente, il faut que j'analyse, en fait. C'est pas le même la même zone du cerveau qui est activée, et je me suis rendu compte assez vite que quand j'écrivais sur le sport, sur le tour, sur le cyclisme ou même sur le sport d'une manière générale que j'adore, et ben j'étais pas bon globalement. Il fallait être assez évident de ça. J'étais pas bon, j'arrivais pas à être bon parce que j'y mettais trop d'affect, en fait. T'es trop passionné par le truc pour en faire un compte rendu aussi subjectif que possible. Je parlais trop avec mon cœur et pas assez avec mon esprit, en fait. Et du coup, j'ai assez vite compris que c'était pas pour moi, pour mon métier, pour être journaliste dans ce secteur-là, même si j'aurais adoré. Et du coup, l'écho, après, c'est les hasards des rencontres et des trucs qui ont fait que j'ai atterri là, mais j'en suis très content. Et puis du coup, ça me permet d'écrire sur le Tour de France malgré tout. Donc du coup, je retombe sur mes pieds finalement. C'est plutôt cool. Dans le journalisme sportif actuel, ou même peut-être les années ou les décennies antécédentes, est-ce qu'il y a des références? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu as des journalistes, voire même des écrivains sportifs qui t'ont marqué, qui sont pour toi des modèles et des références? Ouais, Pierre Carré qui bosse à l'IB et qui a fait un livre l'année dernière Ouais. sur le Giro, qui est vraiment très très bon. Ce mec, il écrit super bien. Il a un recul justement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc spontanément, tu vois, c'est lui que je citerai en journaliste presse écrite, du coup. Je suis très fan de Philippe Brunel, moi. Ouais, clairement, non, mais aussi, hein, bien sûr, évidemment. Ah oui, clairement, bien sûr.
et lui, c'est une mine depuis le temps qu'il est là et qui connaît le truc, évidemment. Et lire les papiers, ces papiers dans l'équipe, c'est évidemment un bonheur. Hein. Je t'en cite qu'un, mais Brunel aussi, évidemment, et d'autres. D'accord. Loïc ou Rudy? Non, moi, personnellement, j'ai fait le Je trouve pareil, tour. ouais, on a fait un bon tour de l'actualité récente et des anciens tours, qui était assez sympa. Ok, alors on va clôturer l'émission. Jean-Noël, on te laisse le mot de la fin et la conclusion, toi qui es un écrivain. C'est une lourde responsabilité. L'épilogue. Non, ouais. Non, du coup, je voulais vous remercier parce que c'est top de discuter avec vous de tout ça. C'est une belle émission, j'espère. Hein, et si elle est belle, c'est pas grâce à moi, mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous ce soir. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi. Et puis, en mot de la fin, juste de dire on a tous hâte, je pense, je parle en notre nom à tous, de revoir du vélo à la télé et dans les journaux et des résultats sportifs avec les classements des courses. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah, si. On attend Voilà. ça. Jean-Noël, on te garde sur notre Discord et si on fait des émissions dans un mois ou même pendant le tour en septembre ou en août, s'il est reporté, on comptera sur toi alors. Mais avec grand plaisir. Vous pouvez compter sur moi, ce sera toujours un plaisir. On te pique à la First Team Sport, voilà. On te pique à la First Team Sport. C'est le transfert de l'intersaison. Non, il faut quand même leur rendre ouais. hommage. Il faut quand même des super scores. En roue libre, on fait des super scores sur Internet quand même. Et puis non, c'est des mecs vraiment bien. Ils sont super doués. Ce qu'ils font, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Vraiment. Auditrices, auditeurs, merci à vous. Alex, Loïc, Rudy et Jean-Noël, merci infiniment. Très bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.